Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Bismuth. Comment tu vas, Emmanuel? Ben super, content d'être là avec Bon, toi. parfait. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet sulfureux qui est les plateformes de freelance pour vendre des prestations de services et plus particulièrement Malte. Donc on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Juste en petite intro, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, puis on fera une repasse après la publication de la vidéo pour venir y répondre. Je te passerai, Emmanuel, les questions si jamais il y en a. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous n'avez pas liké la vidéo, commencez par ça. Ça sera bon pour le référencement et puis pour votre karma aussi. Et dernier instant promo, SEO Summit, on a les dates 5 et 6 décembre à Paris en fin d'année. Le lieu sera communiqué prochainement, mais vous allez avoir le site qui va bientôt être en ligne. Et puis dès que j'ai les infos, je vous les envoie directement. Et écoute, Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Tu es beaucoup actif sur LinkedIn, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc je suis d'abord freelance SEO. Donc en fait, je suis pas un Malte évangélisateur. Il y a des gens qui pensent que mon métier c'est faire la promotion de Malte. Non, mon métier, je gagne ma vie grâce au SEO essentiellement. Euh, voilà. Donc moi j'ai démarré en tant que que consultant indépendant sur le référencement naturel il y a un peu plus de 10 ans. On va dire en 2011 à peu près. 2010-2011. Au départ, j'enseignais le marketing digital. Je me suis un peu spécialisé à l'époque, hein, pour ceux qui se rappellent, hein, c'est vrai que le SEO, voire même un peu Google Ads, c'était un canal majeur. On était au début des réseaux sociaux. 2007-2008, hein, je vous rappelle, c'est le lancement du iPhone, le lancement des réseaux sociaux. Mais le canal qui précède, qui était puissant, c'était le SEO. C'était pas du tout exact. Enfin, beaucoup de choses ont changé. Hein, c'était moins concurrentiel, il y avait moins de volume, non plus de recherche, etc. Donc moi, j'ai commencé là-dessus, sur ce canal-là. Et ensuite, j'ai créé une startup qui a pas marché. Donc j'habitais Strasbourg à l'époque. Et j'ai laissé tomber. Je me suis dit, tiens, je vais faire freelance le temps que je trouve une belle idée d'entreprise et que je crée une entreprise, parce que je voulais vraiment être indépendant. Et je me suis mis freelance. Pour moi, c'était pas un vrai métier. Et j'ai dit, je vais vendre du SEO parce que j'étais déçu du travail que faisaient les agences. C'est-à-dire que moi-même, j'avais, un peu comme d'ailleurs beaucoup de consultants, j'étais un petit peu déçu de ce que je voyais chez des personnes qui disaient, ouais, je connais ton SEO et tout. Mais beaucoup de choses ont changé. Hein. Le métier est beaucoup plus sérieux aujourd'hui. On a des consultants qui sont beaucoup plus costauds que ce qui existait il y a même 15 ans, 10-15 ans. Avant, il y avait beaucoup de n'importe quoi. Et moi, donc, j'étais un peu dégoûté. Et j'ai dit non, je vais faire mon propre SEO et je vais proposer du SEO à mes clients au début en tant que freelance. Et c'est à cette époque-là, maintenant que je me suis mis sur Malte. Et finalement, ça a très bien marché pour moi sur Malte. Bon, c'est un peu un hasard, hein, mais enfin un hasard. Même si, entre guillemets, j'ai quand même hacké le système parce que sans le savoir, l'algo était 100% dans une logique SEO, on va y revenir. Et j'ai atteint à ce jour, on va dire, 400 missions pratiquement SEO sur 10 ans. Hein, voilà, plus de 10 ans. Donc je suis freelance SEO. J'ai également un collectif de freelance avec lequel je travaille. Donc je reçois trop de demandes et donc j'envoie à d'autres freelances. Et depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, je publie pas mal de contenu pour populariser le métier de freelance, montrer à beaucoup d'indépendants que c'est possible de gagner sa vie, même très bien en tant que freelance, que c'est une vraie carrière, ce que je ne savais pas moi-même il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'apporte pas mal de conseils et je parle pas mal de Malte parce que je trouve que c'est un bon levier, assez facile, même aujourd'hui. Et il est possible de prendre des places sur cette plateforme. Voilà. Ok, c'est super complet. Ça fait quand même une quarantaine de missions par an, hein, même 410 ans, Ouais, ça envoie un petit peu, quoi. ouais, c'est vrai qu'en fait c'est vrai que c'est beaucoup, mais je vais préciser parce que on va dire dans le métier du SEO, tu as des personnes qui vont travailler 10 ans dans une entreprise ou quelqu'un qui travaille en agence. Prenons, on va dire, on a trois profils. Hein. Soit le gars qui bosse en agence, donc il va traiter, elle est 8 clients par mois à peu près. Donc elle est sur une année, il va traiter une vingtaine de clients parce qu'il y en a quand même qui restent, etc. Au bout de 10 ans, ouais, il peut traiter 200 clients, hein, ou je sais pas, ou au moins entre 100 et 200 clients. Donc il a quand même un gros éventail quand on travaille en agence. Quand on est freelance, alors c'est un peu, souvent comment dire, souvent on va faire des missions assez courtes. C'est-à-dire qu'il y a souvent des audits qui vont être faits one shot.
Donc il y a pas mal de missions relativement courtes. Donc les gens viennent spécifiquement pour un freelance, parfois pour du coaching SEO, pour revoir la stratégie SEO, mais soit ils ont en interne des personnes, soit ils ont parfois même une agence. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des gens de manière ponctuelle en, en me greffant au travail que faisait une agence. Donc c'est aussi ce qui explique le volume. Mais il y a des personnes sinon qui sont salariées en SEO, soit auprès de l'annonceur, soit, enfin bref, il y a plusieurs configurations possibles, mais ces personnes-là vont, sur une période de 10 ans, travailler 2-3 clients, parfois aller beaucoup plus loin que moi. C'est vrai que j'ai déjà rencontré, par exemple, des responsables SEO extrêmement techniques, extrêmement forts, sur des sites à très gros enjeux. À côté, moi, voilà, je peux le dire clairement, hein, c'est vrai que mon expertise, elle est essentiellement à direction des startups, TPE, PME. Parce que si on rentre dans des grands comptes, ça m'arrive de travailler pour des très grands comptes, là en général ils ont en interne des responsables SEO, et ça m'arrive d'intervenir, on va dire, de manière ponctuelle, mais la réalité c'est que moi, mon focus était plutôt sur de la TPE, PME, grosso modo. Ok, ouais, c'est plutôt du SEO in-house. Donc soit chez l'annonceur qui focus sur un projet pendant plusieurs années, Voilà, soit un SEO en agence qui va suivre des clients sur le long terme. Donc comme tu dis, qui va gérer 20-30 clients à l'année et encore. voilà. Il y en a qui restent, qui partent, il y en a qui sont récurrents. Et puis il y en a qui viennent, c'est manière cyclique aussi. Hein. Tu as fait un audit, tu les as accompagnés, ils reviennent qu'un an ou deux après parce que... Voilà, après ok. tu as, si tu veux, pour donner un exemple, ça veut dire, aujourd'hui, je sais pas, le responsable de SEO, je sais pas, de Doctolib, il a des enjeux spécifiques que moi je rencontre pas, tu vois, ou j'ai pas rencontré dans les 10 dernières années. Voilà, c'est un enjeu où je sais pas, une grosse marketplace multilingue avec des enjeux à l'international et tout. Voilà, c'est assez rare que je rencontre ce genre de cas de figure. Je suis plus intervenu sur des clients. C'est un cabinet comptable qui veut se lancer, une start-up, une fintech, une TPE, un cabinet Le, le, d'avocats. pros- le prospect classique qui comprend rien au SEO et qui cherche quelqu'un pour lui Voilà. mettre le pied à l'étrier. Voilà. Et est-ce que tu as aussi des gens qui veulent aller, qui ont initié une démarche, mais qui veulent booster parce qu'ils voient qu'ils ont un plafond de verre et qu'ils veulent le Oui. dépasser? T'as Oui. aussi ça. Ok. Oui, oui, ouais, t'as quand même beaucoup. Alors, faut savoir que autant il y a 10 ans, t'avais vraiment beaucoup de, on va dire même au niveau client, je parle pas, t'avais des gens qui ne savaient pas. Autant tout à l'heure je disais qu'il y a beaucoup de consultants qui sont quand même plus costauds aujourd'hui. T'as aussi des clients qui sont très costauds. Ça veut dire, t'as des clients éduqués. Tu vois, hier par exemple, j'ai eu un client qui dépense beaucoup d'argent, mais qui manque entre guillemets de stratégie SEO. Ça veut dire qu'il a en fait, la vraie valeur d'un consultant SEO, c'est souvent le conseil qu'il va apporter, son expertise. Et là, tu vois, j'avais devant moi des gens qui moulinaient un peu dans le vide. Ils faisaient des mauvais choix de mots-clés. Ils étaient pas bons dans leur stratégie. Par contre, voilà, on leur avait dit, il faut faire des contenus, ils font des contenus, mais ils se posaient aucune question sur l'intention de recherche, etc. Donc, aujourd'hui, les gens comprennent l'intérêt du SEO, ils sont prêts à dépenser de l'argent. Par contre, c'est vrai que voilà, encore faut-il qu'il y ait de l'intelligence derrière, et ça arrive souvent que j'interviens, mais voilà, je me greffe à une équipe existante, tu vois. Et donc du coup, j'ai envie de dire, dans le marché du SEO, moi mon sentiment c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens mauvais. Ça veut dire aujourd'hui, t'as pas des clients complètement qui débarquent, ça n'existe pas trop. C'est fini ça. Autant il y a 10 ans peut-être il y en avait, aujourd'hui non. Ouais, je te Euh, rejoins avec tous les webinaires, toutes les sensibilisations, les événements, les ouais, trucs gratuits en ligne. Tout le monde a entendu parler de contenu, de backlink, d'optimisation, voilà. de title. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un peu fini ça. Après, ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire des grosses erreurs. Voilà, qui se trompent ou qui font des. Voilà, et c'est là où il manque. Mais Mais quand tu dialogues avec eux, ils comprennent. Alors qu'il y a une Voilà, époque, quand on parlait, c'était vraiment du chinois. voilà. Maintenant, tu peux te permettre de caler quelques mots techniques. Oui. On est sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà. Après, t'as même l'exemple. Alors, j'ai pas dit que c'est l'essentiel des clients, mais t'as aussi des clients extrêmement éduqués. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Donc là, c'est des clients plus jeunes, on va dire des entreprises qui ont été créées dans les 3 dernières années, 4 dernières années, qui sont super éduqués, qui ont en interne des gens même bons, tu vois, qui font tout très bien, mais qui sont stressés. Tiens, pourquoi on a dégagé de telle ou telle place? Pourquoi on n'arrive pas à décoller là-dessus? Donc là, ils font appel à un expert qui va intervenir de manière ponctuelle. Donc là, c'est assez challengeant, c'est sympa. Mais là, tu as des gens en face de toi costauds, quoi. Donc là, c'est pas forcément la mission pour un junior, parce qu'ils sont très très challengeants, sont très chauds, et des fois, tu dois te casser la tête pour trouver vraiment le problème, les problématiques, les axes d'amélioration. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est sur un marché que j'appellerais qui est, comment dire, assez mûr, en fait.
tu vois, on est sur des clients, tu vois, j'ai parlé avec un ami qui travaille dans la data. Dans la data, c'est très différent. C'est extrêmement disparate d'une entreprise à une autre. Et alors que moi, je vois que dans le domaine du SEO, tu vois, tu te rends compte quand même, il y a quand même déjà un certain niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise complètement à la ramasse. Ça veut dire, c'est rare. La plupart des entreprises, quand même, en tout cas, qui viennent pour du SEO, ils ont déjà fait pas mal de choses bien. Et donc, il y a déjà un certain niveau. Il y a un petit peu encore, alors je sais pas si toi tu l'as croisé, mais il y a encore des migrations un peu foirées, et il Oui. y a encore des tools un peu techniques qui utilisent, alors c'est de Ah moins oui. en moins vrai parce que Google sait les voir, mais tu as du JS ou tu as des technos embarqués qui sont anti-crawl, Oui. et effectivement ça c'est encore, j'en vois encore beaucoup si tu veux. Mais Oui. Alors, non, c'est vrai que après, t'as quand même beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Mais globalement, j'ai envie de dire le niveau c'est élevé. Après, la difficulté, voilà, la difficulté qu'on a, c'est aussi une difficulté plus liée au budget, tu vois. Ça veut dire combien le client est prêt à mettre, combien il est prêt à investir, jusqu'à quel point le SEO est rentable pour lui. Donc là, c'est une question plus difficile parce que parfois c'est extrêmement rentable, parfois c'est pas forcément tout de suite rentable. C'est très compliqué parce qu'en fait, c'est difficile d'expliquer à un client que des fois, d'abord, nous, on est dans le marketing. C'est-à-dire que si son produit n'est pas rentable, on ne fera pas de magie, quoi. Déjà, un. si son business model est foireux, de base, ça va être Voilà. compliqué, que ce soit avec du SEO, de l'Ads ou de l'organique, réseaux sociaux, ce Voilà. que tu veux. Bah, c'est ce qui s'est passé, tu vois, la semaine dernière, j'ai eu un lead qui était intéressant. Et malheureusement, tu vois, j'ai passé une heure et demie, mais au final, ça sert à rien parce que le business est foireux. Alors bon, ça arrive. Bon, j'aurais pu être un peu plus vigilant et tout, mais là, je suis arrivé, je pensais qu'il y avait un potentiel, je me suis rendu compte qu'en vrai, le business est complètement foireux, ça marchera pas quoi qu'il arrive. Et donc, bon, maintenant, quand tu as un bon business qui fonctionne bien avec des marges confortables, etc., parfois, tu as des boulevards. On a encore aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on a encore aujourd'hui des boulevards. Ça m'arrive, voilà, il y a encore des beaux succès en SEO sur des entreprises relativement récentes, dans des univers que je découvre parce que voilà, et c'est pas rare. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses où tu retrouves un peu des boulevards qu'on a pu connaître il y a 10 ans, tu vois. Ça veut dire où il y a un client qui vient, il me dit tiens, je travaille sur telle niche, je vois la difficulté, je vois le volume, je dis ouais, on va y aller, on travaille pendant 6 mois, un an, et puis ouais, c'est fou, tu vois. Là, j'ai travaillé par exemple, j'ai un client depuis un an, je travaille pour lui. Alors, je vais pas forcément dire le secteur pour pas l'emmerder, mais ouais, ça fonctionne très bien, tu vois. Ça veut dire, on a gagné, là, je faisais un calcul, j'ai envoyé le rapport début de mois, genre, en 6 mois, on lui a fait gagner 40 000 visiteurs en organique. Même avec un taux de conversion de 1%, c'est un e-commerçant, c'est des produits relativement chers, il est à 1,3% de conversion. 40 000 visiteurs, j'ai fait un calcul, moi je pense que je lui ai fait gagner 520 ventes. J'ai fait un calcul sur son panier moyen, je pense que voilà, on est bien, on est très bien. En termes d'économie de Google Ads et en termes de génération de ventes, c'est assez dingue ce qu'on a fait en peu de temps. Et c'est vrai aussi pour des acteurs, tu vois, dans des métiers du service, où parfois on a pris des super positions et c'est très rentable. On fait du x10, du x20, du x50 par rapport à ce qui a été investi. Donc c'est pas forcément la norme, mais il y a encore beaucoup de raisons de faire bien du SEO. C'est pas un canal que je dirais qui est mort, comme parfois les gens imaginent. On a encore trop de domaines d'activité où le mode, si tu veux, de recherche naturelle est un mode, c'est passé par Google. Quand tu cherches, je sais pas, tiens, je parlais hier avec quelqu'un qui vend du matériel médical. Tu cherches, donc c'est un site qui vend toutes sortes de matériels médicaux. Bah, tu cherches une bandelette urinaire pour du diagnostic d'urine. Bandelette urinaire, c'est pas sur TikTok que tu vas trouver ça, tu vois. Donc c'est vraiment l'infirmière qui rachète des bandelettes pour faire des examens urinaires chez son patient. Et ben, ils ont fait un très mauvais choix de mots-clés. Et quand j'ai vu le volume et la difficulté, il y avait des très gros volumes sur cette requête-là. Et pourtant, il y a des possibilités intéressantes en SEO. Donc c'est intéressant, tu te rends compte que sur un sujet comme du matériel médical, qui s'adresse à des centaines de milliers d'aides-soignants, d'infirmiers, etc., on peut se positionner. Et c'est vrai dans plein de domaines. Ça veut dire que tu as des domaines encore où tu as des secteurs d'activité qui sont un peu vieillissants, qui n'ont pas tout bien fait en SEO, et on peut prendre des positions. Voilà, après, ça reste des entreprises qui ont quand même travaillé, c'est pas rien, mais, euh, mais moi, à mon sens, on est sur un canal, tant qu'il y aura des recherches sur Google, tant qu'il y aura de l'intention,
oui, travailler son référencement, il y aura un matching entre la requête de l'internaute et son, comment dire, et ce qu'on aura indiqué dans les contenus, dans les backlinks, dans la qualité technique du site, etc. Ben oui, ça va fonctionner. Ouais, puis c'est des entreprises qui mettent le budget en termes de backlink, en termes de contenu. Il y a tout un écosystème qui est développé et c'est pas du contenu pissé sur ChatGPT vite fait avec, Oui, avec deux backlinks comme on peut le voir souvent en disant ah, bah, j'ai essayé le SEO, ça paye pas quoi. Non, t'as fait la strat 0 et t'as pas essayé d'aller plus loin. Après, je te rejoins sur plein de recherches, notamment en B2B. Il y a encore des oui, énormes boulevards, tu vois. On parlait les coussins berlinois l'autre fois avec Abdel. oui, C'est des simples ralentisseurs pour les mairies, mais tu as plein de boîtes privées qui en cherchent pour mettre sur leur parking et tout. Donc, tu as plein de pépites comme ça à trouver. Effectivement, si tu es sur le marché des baskets roses ou des converses violettes, c'est plus complexe et le budget est plus gros. Mais t'as encore, tant qu'il y aura du volume de recherche au Google, même si effectivement ça va décroître avec les IA génératives, avec Perplexity Co., même TikTok qui devient un moteur de recherche, il y a encore des oui. choses à faire. Par contre, effectivement, on est moins, c'est moins open bar qu'en 2010-2015 où il faut quand même un business derrière qui crache de Exactement. l'argent. Et surtout, ça fonctionne pour une entreprise qui a la marge à 100%, mais pour un affilié qui touche un pourcentage de la marge, c'est quand même plus compliqué d'aller vivre sur le dos de la bête. Tu vois, quand on dit le SEO est Exactement. mort, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est tous les affiliés qui avant arrivaient à se positionner plus ou moins facilement et touchaient 15-20% d'une vente. C'est plus simple, c'était plus simple. Et maintenant, Alors, bah, tu, quand il faut cravacher encore plus. tu as raison, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, il y a deux choses. Un, effectivement, les affiliés. Mais tu vois, des fois, j'ai vu aussi des marques, même des simples distributeurs, tu vois, des fois, des distributeurs avec des marges assez faibles, ou bien, tu vois, des éditeurs de sites qui fonctionnent un peu comme tu dis sur de l'affiliation, mais avec des marges faibles. Des fois, ça va devenir dingue. Donc, tu vois, c'est pas très rentable. Mais j'ai voilà, je me rends compte quand même, tu vois, même par exemple, je te donne un exemple, bon, c'est un peu différent, mais tu vois, l'année dernière, il y a un de mes clients qui a vendu son site chez Dot Market, donc c'est un client que j'accompagnais en SEO. En 2 ans, on a fait un beau trafic en SEO, ça fonctionnait bien. On l'a, il a dû arrêter son activité. Il l'a vendu sur Dot Market. Le canal SEO est extrêmement bien valorisé, c'est-à-dire c'est considéré comme un actif qui est apprécié. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte, il a bien vendu son entreprise. D'ailleurs, voilà, Dot Market m'a rémunéré sur l'apport d'affaires, donc ce qui était assez cool. C'est-à-dire, j'ai plus sans rien faire. Je lui dis, voilà, j'ai un client qui cherche, je lui dis, et c'est vrai que tu vois, j'ai participé un petit peu à la vente. Enfin, je me suis rendu compte qu'ils ont creusé. Ok, autant un canal AdWords, c'était pas trop valorisé parce que bon, la pub, tout ça, c'est pas la même chose. Et dire, ok, le gars, il a ce trafic-là, il a tout fait propre depuis 3 ans. Et là, les gars, ils ont été prêts à mettre l'argent en face. Ils ont acheté, et je le vois même sur des sites médias. Tu vois, Kevin Jourdan de Dot Market, je l'ai rencontré, il me disait, on est sur des multiples de fois 30. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une rentabilité de 1000 euros par mois sur un site, là je parle d'un site média, il peut le vendre quand même 30 000 euros. Donc, quand tu as fait un travail correct sur des sujets, il y a même dans des domaines, tu vois, d'édition de sites, des choses à faire. Et sur des sites e-commerce, je l'ai vu avec un client, le canal SEO est considéré comme un actif de la boîte. C'est ce qui n'est pas le cas forcément voilà, Parce que ça a un suivi. L'Ads, demain, tu coupes le budget, tu es plus visible. voilà, En SEO, tu stoppes un peu ou tu réduis les backlinks, le contenu, l'activité. Tu es censé quand même rester, à moins que tu aies un concurrent qui cravache 10 fois plus. Mais même c'est ça, s'il cravache, tu as encore 6-8 mois d'avance clairement. là-dessus. Alors oui, sur les valos, on peut toujours mettre et faire les chiffres et les estimations qu'on veut. Le SEO reste quand même un canal stable et durable dans le temps, quoi. C'est ça qui est En intéressant. fait, ouais, ce que je vois, il y a quand même beaucoup d'activités où le canal SEO, moi, ce que j'aime bien dans ce canal, si tu veux, il y a deux choses que j'apprécie, d'ailleurs, ça va être le lien même un peu avec Malte, c'est que d'abord, enfin, moi, je suis un amoureux de l'inbound, quoi. Je trouve ça trop dingue, quoi. C'est-à-dire en fait, à mon sens, d'ailleurs, quand tu travailles dans le SEO, il y a quelque chose qui doit plaire à tout référenceur, c'est ce côté un peu magique. Tu fais une recherche, t'arrives, tu trouves, t'as rien. Si t'es un vrai amoureux de l'outbound, fais du Google Ads, fais du Facebook, fais de la prospection, va sur de la pub. Mais à mon sens, les gars qui sont dans le SEO, naturellement, ils aiment bien la demande qualifiée qui arrive toute propre parce qu'ils ont fait un beau boulot derrière de marketing et il y a juste à se lever et cueillir. Donc déjà, moi en SEO, c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que en tant que freelance maintenant, quand
ça a bien marché. Moi, sur Malte, je me suis mis un gros focus parce que c'est un canal inbound par rapport à l'effort que ça demande de faire de la prospection ou de faire des ads, tu vois. Donc ça, c'est toujours un petit peu difficile. Ça coûte de l'argent et c'est chronophage. Alors que de l'inbound, Pour, en pour, général, ça prend moins de temps, t'as un actif sur la durée et c'est quand même plus agréable et un taux de closing qui est incomparable. pour ceux qui sont pas au fait, outbound, c'est de la publicité, on fait du push, c'est push and pull, quoi. On vient pousser de la pub pour obtenir des prospects. Inbound, c'est les prospects qui viennent à nous. Et le contenu, soit l'envoi d'emailing par exemple, ou les gens qui vont cliquer sur un lien ou venir par le SEO, c'est de l'inbound parce qu'ils ont fait une requête, ils tombent sur ton site et ils vont rentrer dans un processus d'achat sans que tu aies forcément eu à puber, à envoyer des mails ou avoir une démarche de prospection active, quoi. Mais c'est vrai que ça c'est quand même confortable pour un freelance. Moi je le vois beaucoup avec LinkedIn. C'est un canal, je m'y suis intéressé en début d'année. J'aurais dû m'y intéresser plus tôt, mais bon, faut pas regretter. Et c'est vrai que c'est quand même confortable de recevoir dans TMP ou d'avoir ton agenda qui se remplit avec des rendez-vous chaque semaine euh, de gens qui viennent te poser des questions et te présenter leur strat SEO, plutôt que toi devoir passer des coups de fil dans le vent, devoir faire des salons, devoir démarcher, devoir envoyer des courriers, des prospectus, des emails, j'en sais rien, bref, plein d'actions, sans savoir si la personne en face est un suspect, un prospect ou un prospect qualifié, quoi. Ouais, alors après, voilà, après c'est vrai que comme tu as dit, hein, effectivement, il y a ce qu'on appelle le push et le pull. Moi, j'ai délaissé un peu tout ce qui est push. J'étais un petit peu trop, si tu es à l'écart. Moi, c'est un peu à l'inverse. Tu vois, j'allais à aucun salon, j'allais à aucun événement. Je faisais très peu de push. Euh, et maintenant, bon, depuis 1 an et demi, je me suis mis à faire du push LinkedIn. Je me suis dit, tiens, on va commencer. Je commence un peu à sortir, voilà, à rencontrer d'autres personnes. Bon, après, bon, chacun fait comme il veut et comme il peut et ce qu'il apprécie. Il y a des opportunités aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si ça se trouve demain, il y a un petit jeune, voilà, qui cartonne en SEO sur TikTok, il récupère plein de clients dessus. Il a une opportunité, il doit y aller à fond. Moi, je pense que les canaux, voilà, c'est un peu comme toujours. Ça veut dire, il y a des canaux qui sont, il y a des opportunités, il y a des canaux qui fonctionnent bien, il y a des choses qui marchent bien pour chacun peut jouer sur ses forces. Et puis voilà, si t'es un peu isolé, t'es pas ben t'aimes pas trop faire du networking, c'est pas ton délire, ben tu vas moins faire ça. Par contre, travaille sur les canaux là où t'as plus de force et ce que t'apprécies. Et après, faut juste garder en tête quand même que ce soit du push ou du pull, j'ai pas 100% de conversion. Ça veut dire, certes, tu vois, je te dis, j'ai fait 400 missions, par exemple sur Malte. En plus, bon, j'ai fait d'autres missions en dehors de Malte, mais c'est vrai que, attention, mon taux de closing, il est pas de 100%. Hein. Ça veut Bah, dire, heureusement, sinon tu serais Dieu, quoi. C'est normal que tu peux pas closer. T'as une idée de ton taux de ouais, transfo entre, ouais? ouais, moi, ouais, dans très précis. Bon, ça a beaucoup évolué. Hein, ça veut dire évidemment, aujourd'hui, Super Melter 3, 400 missions, etc. J'ai un certain taux. Encore qu'il y a des gens, tu sais, qui veulent pas bosser avec moi. Ils disent attends, le gars, il est trop pris et tout. Ils ont pas forcément tort, hein, tu vois. Ça veut dire, voilà, forcément, je suis plus pris et je suis pas forcément la bonne personne pour toutes les missions. Donc c'est pour ça que s'il y a beaucoup de place pour des juniors ou des gens qui ont plus de temps, mais on y reviendra sur Malte. Je vais montrer un peu, voilà, pour encourager d'autres personnes à prendre des places. Mais moi, j'ai envie de dire, un taux de transformation quand tu as un lead qualifié, il va être entre 10 et 30. Moi, mon maximum, c'est voilà, 1 sur 3. Alors, quand tu as du 1 sur 2, bon, c'est une exception, ça veut dire. Mais grosso modo, si tu as une dizaine de leads, tu peux dire que tu pars sur 3 clients signés. 2-3 clients signés. À peu près, ça va dépendre des canaux, mais après, il y a pour moi, le canal le plus dingue, c'est la prescription, c'est le bouche à oreille. Là, tu es du 1 sur 2, voire du 3 sur Avoir du 1 4. sur 1, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est quasiment sûr. Si quelqu'un vient et te dit, voilà, on m'a parlé d'Eliott, on m'a dit, est-ce que tu peux t'occuper du SEO? La seule raison pour laquelle il bosserait pas chez toi, c'est s'il a pas le budget pour te payer, tu vois. Grosso modo, quoi. Mais donc ça, le bouche à oreille, c'est quand même, c'est le top, quoi. T'as aussi la répétition client, les anciens clients, ou l'upsell client actuel aussi, hein. Des gens, ils t'ont dit, ouais, j'ai besoin de 3 mois, mais en fait, t'arrives à prolonger, etc. Donc ça, c'est top. Malte, moi je tourne autour de 30%, mais parce que je suis Super Malter 3 et voilà, j'ai fait pas mal de missions. Mais je pense que quelqu'un qui est bon sur Malte, il a un taux de closing entre 10 et 20, tu vois, quelqu'un de même correct, quoi, qui démarre. 10% mauvais mois, 20% quand t'es bon. Après 30, t'es costaud. Voilà. Après, au-delà, bon, faut pas se brader non plus. Hein, l'idée, c'est pas ça l'enjeu.
Mais je sais que toi, par exemple, t'étais pas fan de Malte, donc c'était un peu comme ça d'ailleurs qu'on a échangé. Et toi, Ouais, t'avais une c'était vision différente, on va dire. c'était l'intro que je voulais en faire. Justement, quand je t'ai vu sur LinkedIn commencer à pousser Malte ou autre, et je t'ai posé la question en me disant, voilà, alors moi historiquement, pour la petite histoire, j'ai un client par an qui arrive via Malte, parce que je me suis mis le plus cher de tous les freelances sur Malte, mais je me connecte jamais, j'y vais jamais, je mets pas de mise à jour. Par contre, j'ai une personne qui me contacte une fois par an me disant, je suis passé par plusieurs personnes, ils n'ont pas trouvé mon problème. Ou alors justement je voudrais creuser, je peux aller plus loin dans ma démarche, et je deal comme ça. Mais moi, alors parce que je m'y suis intéressé au début quand c'est sorti en même temps que les codeurs.com et ce genre de plateforme de freelancing, les 5 euros maintenant ComeUp et tout. Et à l'époque, il fallait quand même dire qu'il n'y avait pas d'axe de différenciation, c'était quand même beaucoup le tarif qui Oui, jouait. On en a discuté, tu m'as expliqué que ça avait complètement changé et qu'il y avait moyen d'évoluer. Notamment, moi, j'étais resté bloqué parce qu'à l'époque, tu faisais beaucoup un prix jour et tu faisais un oui, PV en fonction d'un nombre de jours. Moi, j'ai toujours oui, trouvé ça complètement con de dire à ton prospect combien de jours tu dois mettre. S'il y a un audit de 4 jours, je le prends, je le torche en une journée parce que je suis senior et qu'un oui, junior devrait mettre 3 jours. C'est mon problème, c'est pas celui de mon prospect. je suis d'accord. Bref. Et donc, si tu veux, tout ça m'avait bloqué. Je me suis dit, je vois pas comment tu peux gagner ta vie sur Malte sans te faire exploiter, sans bosser de manière acharnée et tout, et comment tu peux construire un business durable, voilà, avec une acquisition de clients. Tu vois, notamment pour une agence, je voyais pas forcément la possibilité de tourner ou d'en faire un canal d'acquisition au même titre qu'autre chose. Et justement, c'était le but d'échanger aujourd'hui, c'était d'avoir ton avis, que tu nous montres un peu ton écran, tes stratégies, comment tu fais, et surtout que tu nous dises, bah oui, on peut vivre de Malte en étant freelance Oui. et générer des revenus, quoi. Alors tout ce que tu dis est vrai, hein. Ça veut dire que c'est pas toi qui étais mauvaise langue, c'est qu'en réalité, d'abord, ça correspond à beaucoup de plateformes. C'est une réalité qui est sur beaucoup de plateformes, voilà, même sans les citer. C'est à partir du moment où tu es en concurrence avec Madagascar et tout, t'attires pas forcément les meilleurs clients. Ouais, C'est la... alors même en étant en concurrence avec des Français, j'ai vu des devis freelance à 150 balles la journée. Voilà. Quand tu connais le taux d'imposition, les charges et ce que ça n'est, même si tu es seul chez toi, que ton loyer c'est un petit appart de 30 mètres carrés en Cambrousse, je veux dire, à un Oui. moment donné, bon, voilà, on a tous les mêmes charges, on fait tous le même calcul, hein. Alors, ça, tu as raison, c'est important de le dire. Alors, y a deux choses. C'est qu'en fait, bon, Malte a beaucoup évolué, mais pour moi, il y a deux évolutions. Juste avant de rentrer sur l'histoire de Malte, c'est que les plateformes de réservation ont pris beaucoup d'importance. Les plateformes d'intermédiation, par exemple, prenons même Booking, donc là, une réservation de nuitée, c'est 80% des nuitées en France, tu vois. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as un hôtel, tu peux pas passer à côté de Booking, voire tu veux lancer une activité d'hébergement, tu peux pas passer à côté d'Airbnb, ça prend trop de place sur le marché. Tu prends même d'autres acteurs, si tu veux, tu seras un e-commerçant, dire tu vas passer complètement outre les marketplaces, c'est un peu con, tu vois. Aujourd'hui, il faut travailler avec les marketplaces. Ça dépend, après, encore une fois, ta marge, ce que tu fais. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de cas de figure, c'est dur ça dépend de ton produit. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de marques qui trouvent une façon de travailler avec les marketplaces. Ce qu'il faut quand même avoir conscience, c'est que dans, comment dire, dans beaucoup de domaines d'activité, tu as une sorte d'intermédiaire qui est là, alors qui a le mérite d'être un tiers de confiance, de noter, etc., les autres et tout, et au final, ça protège le consommateur, parce que du coup, il faut quand même se rappeler qu'il y a 10 ans, quand tu achetais un freelance, tu n'avais aucune assurance de la qualité du travail qui allait être livré. Et aujourd'hui, tu es quand même un peu plus tranquille. C'est-à-dire, si tu n'es pas content de, je sais pas, voilà, Airbnb, bon, on te rassure, quoi. C'est-à-dire, si jamais il y a un problème, tu es quand même rassuré, tu vois. Booking, pareil. Il y a un minimum de travail qui est fait. S'il y a trop de plaintes, etc., le gars, il dégage, tu vois. Mais même sur Amazon, pourquoi les gens, ils vont acheter chez Amazon? Parce qu'ils savent, il y a un problème chez le vendeur, le vendeur, il est éjecté, hein. Donc ce point-là, c'est un changement qui nous impacte tous. C'est-à-dire que tout le monde est consommateur auprès des marketplaces. Et donc du coup, c'est un peu dur de pas faire avec eux. Donc ça, c'est quand même le premier point. Alors, c'était moins vrai il y a 10-15 ans. Là, on peut critiquer ça et dire c'est l'ubérisation et c'est les plateformes, c'est la cata. Bon, alors après, il faut revoir ce qu'on fait chacun. Ça veut dire, la réalité, c'est qu'on est quand même très content que quand tu achètes un matériel, je sais pas, informatique, tu as les notes sur Amazon, tu vois. Et que, donc, dans beaucoup de cas de figure, en réalité, on est quand même super content d'avoir des outils. Tu vas aller dans un resto, tu as les notes,
tu peux réserver facilement et tout. Moi, mon pari, c'est de dire que c'est un débat qui est dépassé aujourd'hui, la question de la place des marketplaces, parce qu'elles ont démontré, si tu veux, leur intérêt. Aujourd'hui, ils ont comment dire, ils ont protégé un peu les acheteurs, ils ont apporté plus de transparence. C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que ce qu'on avait il y a 10 ans. Il y a moins d'arnaques quand même. C'est-à-dire, tu peux pas, voilà, demain tu réserves sur Airbnb, c'est toujours mieux que réserver en direct, et t'arrives, il y a personne, il y a rien, c'est parce que les photos elles étaient mensongères. Là, tu te dis, attends, il sera payé le gars que si vraiment t'es content et il n'y a pas eu de plainte, etc. Donc c'est quand même important de garder ça en tête, que dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans cet univers-là. Et pour moi, il y a trop de business qui passe par là. Et les clients, c'est dans leur intérêt de passer par des marketplaces. Pas tout le temps, mais souvent, en tout cas. Donc ça, c'est le premier point. Après, euh, le deuxième point, c'est que pas toutes les marketplaces ont évolué de manière positive, mais c'est le cas de Malte. Malte a mis depuis le début les freelances devant. C'est-à-dire que depuis le début, ils peuvent toujours contacter Elliot, ils tombent sur ton profil, ils te contactent sur LinkedIn, ils me voient, moi, et moi j'en ai, des gens qui m'ont trouvé sur Malte et qui me contactent directement sur LinkedIn, ils me disent « Emmanuel, je t'ai découvert sur Malte, j'ai pas envie de payer la commission, ou bien je préférerais travailler en direct parce que j'ai pas envie de me créer un compte Malte, etc. » Donc t'as des gens, donc ça a été quand même un outil de promotion et de personal branding super pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une telle exposition, ils sont très bien placés. Si tu tapes freelance SEO, ça reste quand même, cette marketplace, elle capte un grand volume de trafic sur cette requête-là. Et donc, du coup, rien qu'en personal branding, c'est intéressant. Et moi, j'ai des leads gratuits qui arrivent même en dehors de Malte. Ça veut dire, mais les gens me connaissent parce qu'ils m'ont vu sur Malte. Donc ça, c'est les deux éléments. Je veux quand même que les gens gardent en tête que les marketplaces, c'est pas ce qui était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, Malte est plutôt quand même du côté des freelances, dans le sens où ça reste un outil de personal branding où ils te mettent en avant. Ça, si tu veux, la personne, c'est libre, quoi. Ça veut dire, si tu veux, tu peux contacter Elliot directement sur LinkedIn ou reprendre son nom et aller sur son site personnel. On va dire, il n'y a pas voilà, ils n'ont pas flouté les noms, ils n'ont pas flouté les visages. Donc, ils ont joué à fond le truc. Et ils sont partis dans l'idée que le consommateur est intelligent, il va provisionner la mission sur Malte, il va s'appuyer sur Malte comme étant un tiers de confiance, et au final, tout le monde va y gagner. Mais ça, c'est une petite introduction. Je ne sais pas si là-dessus, Elliot, tu voulais réagir peut-être. Non, bah oui, alors effectivement, on peut trouver. Moi, j'ai toujours peur avec ce côté tiers de confiance parce que comment, genre, on maîtrise pas l'algorithme, on essaye tous de bien faire notre boulot, on a des clients qui sont pas forcément. Tu peux toujours avoir un client pas satisfait en face. Oui. Comment tu règles le litige de je vous ai mis, j'en sais rien moi, 10 cas de netlinking, je pensais être premier, je suis que troisième ou quatrième, je suis pas content. Tu vois, non mais c'est vrai, ça c'est déjà arrivé, Oui. ça arrive à tout le monde, que le consultant SEO à qui c'est jamais arrivé vienne en commentaire, tu vois, mais c'est évident, vu que c'est une question de budget en fait, donc tu as une perception du budget, une perception du résultat, et il faut que les deux arrivent à matcher, donc il faut savoir expliquer à son client qu'attention, les concurrents bossent aussi, c'est une question, il n'y a qu'un seul premier, c'est une question de rapport de force aussi. Donc tu vois, je me méfie ça. Mais si tu me dis qu'il joue le jeu, en tout cas, moi, Non, j'ai alors, jamais eu de problème avec la plateforme là-dessus. J'ai jamais eu de litige là-dessus. Mais tu vois, je garde ça un peu à l'esprit, ou sur un métier de prestation de service, autant un produit, il arrive cassé, c'est simple. Un produit, il n'est oui. pas livré, c'est simple. Là, sur une prestation de service, Alors, non, je vais te dire deux choses. D'abord, oui, j'ai eu des cas, les cas que tu as cités, ils existent, des conflits avec des clients, mais je les ai chiffrés. On est de l'ordre de 1%. Ça veut dire c'est 1% alors c'est pas beaucoup en fait, parce que attends, il faut quand non, même non, préciser c'est peu. deux choses. J'ai eu 1% de problème, et attends, combien j'ai eu maintenant en dehors de Malte? Combien moi, c'est quoi mon rapport aux impayés en tant que freelance SEO depuis 10 ans, et même plus de 10 ans? J'ai fait un Très calcul. bonne question. Très, très bonne question, ouais. Ouais. Bah, je vais te dire, c'est quoi? Tu sais combien il est mon rapport d'impayés? Attends, je vais te dire après les retards de paiement. Mais les impayés, tu sais, c'est combien? C'est 5%. Donc moi, j'ai 5% d'impayés, j'ai jamais vraiment réussi à Ah, quand améliorer. même. Voilà, c'est beaucoup, 5% d'impayés. Maintenant, quel est le retard de paiement qui bute mon besoin en fou de roulement et qui bute ma trésorerie? 80%, non? Voilà, ok. Donc, alors, on va reprendre les choses étape par étape. Ok. J'ai un problème qui est de l'ordre de 1%. Alors, je vais te dire exactement ce que j'ai fait dans ce cas-là. Moi, quand un client est mécontent et il veut pas me payer, ça m'est arrivé. Et je peux le dire, j'ai eu même sur des grosses boîtes. Et ça m'est arrivé, je peux le dire, voilà, parce que tu as dit, regarde, j'ai travaillé pour une très grande marque de cognac.
française, j'ai foiré la mission SEO qu'ils m'ont demandé. Ils se sont fait plus ou moins éjecter, ils m'ont demandé de trucs. Moi, je savais que c'était un peu risqué, je voyais pas, j'ai l'impression qu'il y a une pénalité. Bref, de toute façon, les cas de pénalité SEO, c'est toujours chaud. Donc, je sais que t'es pas sûr de rétablir et tout. Donc, bon, ils étaient en grosse panique parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent. Donc, j'ai essayé de mettre la truc, mais c'est vrai que j'étais pas satisfait, ça a pas marché, j'ai pas réussi. J'ai laissé l'argent sur la table, ils étaient même surpris parce que j'ai passé une journée, 2 journées à peu près d'études. D'analyse, je voyais pas le bug. Et j'aurais dit, ouais, je prends pas, mettez pas d'avis, laissez tomber. Moi, je voulais protéger mon avis, j'ai perdu de l'argent. J'ai eu aussi une cliente qui était pas satisfaite, je me rappelle très bien, et je lui ai dit, reprends ton argent, c'est pas un problème. Ok, t'étais pas satisfaite, c'est tout. Mais on est de l'ordre, vraiment, je te dis sincèrement, on était de l'ordre du 1%. Ouais, Donc, t'es en mode Amazon, vendeur Amazon, je rembourse, je voilà. pose pas de questions et je protège ma Ouais, réputation, quoi. exactement. Je l'ai joué comme ça. Je dis que ça me coûte trop cher d'avoir une mauvaise note. Voilà. Après, tu vois, les retards de paiement sont importants. Je les ai pas sur Malte parce que les gars provisionnent à 100%. Donc, j'ai jamais eu d'impayé, par exemple, sur Malte. À part les Et c'est cas intéressant ça comme info. C'est-à-dire que même si le client il tarde à payer mal, c'est mal qui te paye et qui se débrouille avec le client final, c'est ça? parce qu'en fait, dans le client est obligé de provisionner en amont la Ok, mission. d'accord. Donc, voilà, je suis quand même protégé. J'ai jamais eu d'impayé. Mais Ok. même si voilà, j'ai eu voilà les 1% d'échecs, alors que quand je prends moi les clients que j'ai fait rentrer et tout, j'ai eu 5% d'impayés et j'ai eu, comme tu as dit, près de 80% de retard de paiement et c'est dingue cette histoire-là. Tu vois, du retard de paiement permanent, relance, machin. Personne. Donc là sur Malte, tu vois, je suis dans les temps. Je me dis, ça a peut-être des inconvénients. Il y en a qui sont pas contents par exemple, de la commission Malte, mais quand tu connais les coûts d'acquisition client, moi les 10% je les paye sans problème. C'est-à-dire, j'ai pas de problème à payer 10% d'acquisition client, alors que derrière un coût d'acquisition client, c'est pas gratuit. Moi, que ce soit du SEO, du Google Ads, mais même participer à un événement. Tu vas, Ouais, voilà, ouais, voilà, payer une conférence, bien sûr. imprimer ses trucs pour son stand, son roll-up, son kakémono, machin, se déplacer, venir dormir à l'hôtel, faire la conf, préparer la conf. Voilà. Ouais, 10% sur une mission à 4-5 000 balles, c'est pas Non, en numéraire, en valeur, c'est pas déconnant, quoi. non. Moi, c'est un truc sur lequel ça je comprends. C'est-à-dire que dès qu'un freelance il connaît, ou même ton temps que t'as passé, quoi. Ça veut dire, ça prend du temps de transformer un client et tout. Donc non, ça là-dessus, j'ai pas de problème. Mais pour apporter de la valeur, si tu veux, directement aux personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, je vais vous montrer un petit peu des petites choses. Alors, tiens, je vais partager Partage-nous mon ton écran, ouais. Ouais. Vas-y. Ouais. En fait, alors attends. En gros, bon, j'ai eu un peu de chance. C'est vrai que j'ai, comment dire, ah tiens, j'étais en train d'optimiser j'étais en train d'optimiser le profil de quelqu'un que j'ai coaché. Donc, je vais revenir sur mon profil parce que oui, on en reparlera, mais j'ai un coaching SEO où j'optimise la fiche produit de freelance. Donc j'ai pas mal de, voilà, j'ai aidé pas mal de freelance à optimiser leur profil. Donc Alors, justement, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire là sur cette partie démonstration où tu vas nous montrer quelques points. voilà. Comme ça, on pourra réintervenir, toi ou moi, genre plutôt toi sur la partie, pour venir répondre aux questions ou les orienter vers ton profil. Voilà, alors le premier point, c'est comprendre que, en fait, ça, c'est une balise H1. C'est-à-dire le titre ici, consultant SEO, Google Ads, Audit SEO, SIA, enfin vraiment, bon, je peux changer de temps en temps les mots-clés, mais réellement, c'est une balise H1. Ça veut dire c'est un titre haute valeur ajoutée, si on peut dire. Et ensuite, tous ces mots-clés-là qu'on a, que j'ai mis ici, qu'on appelle des compétences, en fait, ce sont des mots-clés. C'est-à-dire que l'algorithme va faire un matching entre les mots-clés que j'ai indiqués et la présence de ces mots-clés dans le descriptif de mission. En fait, l'algo va faire un travail de matching, un peu comme Google, mais beaucoup plus simple que Google, je vous rassure. C'est il prend en considération le titre, c'est hyper important, le choix des mots-clés du titre. Deux, les mots-clés que j'aurais choisis dans les compétences que je mets en avant. Trois, le descriptif. Alors, descriptif, je l'ai fait dans une logique très bullet point parce qu'il n'est pas capable de lire des phrases, comment dire, il n'est pas capable de lire des phrases longues. Donc c'est vraiment, voilà, comme si j'avais fait un peu un cocon sémantique, consultant SEO, voilà ce que je fais. Tu bourres de mots-clés comme on faisait à Voilà, l'époque sur les profils, exactement. sur les web profils, genre les CV en ligne et on envoyait de la 301 dessus, C'est ça. et c'était du full sémantique, quoi. Ok. Voilà, et en fait, alors ça, du coup, ça marche encore. Ça veut dire dans le sens où tu te retrouves avec quelque chose qui est surtout lu par l'algo, ça qu'il faut garder en tête. C'est quand, alors là, je me rends compte, il y a un petit bug, bon, c'est pas grave, je le corrigerai plus tard. Mais là, j'ai vraiment optimisé le profil de telle façon à ce qu'il y ait une densité de mots-clés importante. Et après, bon, on va dire ça, c'est vraiment l'optimisation on-page du site. Mais ça joue beaucoup.
C'est un peu comme le bloc contenu en SEO, c'est-à-dire si tu as un contenu qualitatif, il va bien comprendre qu'est-ce que tu fais. Après, tu as un deuxième élément, moi j'ai envie de dire c'est du off-page, c'est qu'est-ce que tu fais en termes de recommandations externes, est-ce que tu as des gens qui te recommandent, est-ce que tu as obtenu des clients. Moi-même, hein, je le dis clairement, j'ai fait venir quelques clients pour avoir les étoiles, parce qu'en fait c'est un peu comme si j'ouvrais un resto, je demande à ma famille, à mes amis, tiens, achetez, mettez-moi un avis. Ça m'est arrivé d'amener même des clients directement, ça veut dire je les amène, je les fais Donc, payer, voilà. on Parce- pourrait imaginer que tu lances une prestation à 1 € ou 10 €, je sais pas quel est le minimum, alors c'est et que tu demandes à des potes de venir acheter cette prestation pour. Alors en fait, ils ont mis un truc où ils te bloquent, il faut que tu mettes au moins 150 euros. Mais c'est-à-dire, à la limite, oui, ça, tu pourrais te demander à des potes. En fait, ça, cette logique-là, c'est un peu comme on l'a. Ça veut dire quand tu te lances en e-commerce, t'es un peu obligé de faire ça, tu vois, t'as aucune chance sinon. Ça veut dire si tu, comment dire, t'es obligé d'avoir des avis. Tu vois, j'ai lu une stat qui est importante, c'est que les gens n'achètent que s'il y a eu au moins une étoile ou des avis. C'est-à-dire 70% des gens ne feront aucune demande s'ils n'ont pas vu à côté de toi une petite étoile. Maintenant, que C'est j'ai 400 étoiles ou j'en ai deux, ça, ils feront pas attention, tu vois. hmm. C'est pas C'est la même chose sur les commentaires YouTube. C'est les premiers pouces, c'est les premiers commentaires. C'est pour ça que je vous invite à mettre des commentaires qui c'est autoportant le truc qui amène d'autres commentaires. Effectivement, quand t'en as zéro, t'as pas envie d'en laisser. Si tu vois plein de gens qui ont laissé des commentaires, mécaniquement, t'as envie de te dire, bah, je peux pas passer à côté. Ils ont tous remercié. Faut que moi aussi je remercie, quoi. Donc, Ouais, c'est on exactement voit ça. cet effet. Non, mais on voit cet effet un peu de foule, quoi, qui s'engraine. Et Ok. Juste une dernière question. Pour avoir cet avis, ce nombre d'étoiles, on est obligé d'acheter sur la plateforme, hein. On peut pas laisser un commentaire comme ça. alors, en fait, s'il y a deux niveaux, tu as les recommandations externes, ça fonctionne comme sur LinkedIn, donc tu demandes une recommandation à un collègue. Ok. Et donc là, c'est externe, tu gagnes des points. Et ensuite, tu as les avis clients qui te donnent la fameuse étoile, où là, il faut que tu importes un client. Mais ça peut être une heure de conseil. Hein, tu dis, je fais du coaching SEO, voilà, une heure de conseil pour un client, 150 balles de l'heure, et voilà, on y va. Parce qu'en réalité, tu vois, moi, j'ai rencontré des gars qui ont fait une mission, ça a été 100 000 balles, et je connais des gars qui ont fait, je sais pas, 10 missions, et ils ont gagné 1500. La notion de volume de mission est assez trompeuse. Hein. Ça veut dire il y a des domaines d'activité où une mission a beaucoup de valeur. Mais le point qui est assez intéressant, si tu veux, il y a quand même deux points qu'il faut revenir. C'est que d'abord, allez, l'essentiel, c'est le bloc contenu et l'optimisation des contenus. Il y a un outil très bien hein, qui s'appelle OptiMalt, qui a été développé par un ami qui s'appelle Axel Chapman. J'enverrai le lien aussi, mais ça vaut la peine. C'est une optimisation de fiches produits Malt, pensée SEO. Donc c'est un outil qui est génial. Voilà, moi je coach pas mal de personnes à trouver le bon positionnement, choisir les bons mots-clés, ça c'est ce que je fais. Maintenant il y a un deuxième point, donc je disais, c'était au-delà de la partie pure on-page, il y a l'off-page. C'est quoi l'off-page? C'est est-ce que ce gars-là il a des avis clients de qualité? Et l'algo est quand même sensible à la rapidité de tes réponses, est-ce que tu réponds vite? Est-ce que tu actualises régulièrement ton profil? Est-ce que tu as un profil attractif, tu as une photo sympa? Est-ce que en fait, voilà, tu reviens régulièrement sur la plateforme, en général, tu les closes rapidement, tu génères du chiffre d'affaires. Il faut se rappeler quand même que Malte gagne, son business model, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires généré, donc ils prennent entre 5 et 10%. Ça dépend 5% quand c'est des missions longues, 10% quand c'est une mission courte. Mais ça, c'est important de garder en tête que eux, l'algo va pousser plus les gars qui vendent. Donc ça, c'est un peu comme, on va dire, en SEO, on appellerait ça, bah, non seulement on a un contenu béton, mais en plus on a un site populaire avec plein de backlinks de qualité. Donc là, Google, il dit, ok, c'est un site d'autorité. Ça convertit, quoi. S'il met ton Voilà, profil en avant et que le visiteur il va sur le profil, bah, ça voilà. convertit et il perd pas le client Malte. Malte ne perd pas de client, quoi. Voilà, ils vont jamais mettre. Alors c'est pour ça que d'ailleurs, qu'en général, si tu vois que t'as un client qui tarde trop, au bout de 2 mois, t'as pas de réponse et tout, tu éjectes. Hein. Tu dis, ben merci, j'ai pas de réponse, bye. Parce qu'en fait, l'algo est trop. C'est comme si tu aurais un taux de réponse pourri, tu vois, sur ton profil, où des gens, voilà, l'algo va comprendre, ah, il est pas bon en closing, il est pas bon, il arrive pas à transformer, tu vois. Il y a pas d'événement qui se passe sur le site, donc ça va pas, quoi. Alors, ce qui est très beau, bon, ça c'est pour les marketeurs digitales, ils connaissent. Ce qui est beau, c'est qu'on est vraiment dans un tunnel où je retrouve les mêmes statistiques de partout. Ça veut dire, pour ceux qui ont fait un peu de SEO, ceux qui connaissent bien le marketing digital, connaissent les taux de conversion, alors c'est assez ouf, quoi. Ça veut dire, tu sais que première étape, c'est attirer du monde, donc ok, t'as des volumes, ensuite gagner des positions, ensuite que t'as un tarif qui soit relativement attractif. Alors sur le tarif, en fait, ce qui est indiqué, c'est parce que c'est un obstacle ce tarif,
le tarif, c'est pas le tarif final. Il faut le comprendre comme le tarif plancher à partir duquel tu es prêt à négocier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu indiques un tarif qui est un peu bullshit en réalité. Tu vas mettre 500 balles, mais c'est pas le tarif final. Il y a des gars, ils vont être à 1005. Mais pourquoi ils vont dire 500? Parce que ils vont dire, ça dépend. Demain, c'est une association. Ils me demandent un travail asynchrone. Ils ont pas beaucoup de budget. Je finis ça en 3-4 heures. Comme tu l'as dit toi-même, la notion de TGM n'a aucun sens. Donc, en fait, aujourd'hui, les gens indiquent un tarif relativement bas et ensuite, en rendez-vous, ils vont expliquer au client, ok, ça c'est ce que tu as besoin. Bah, tu vois, un client il vient, il me dit, moi j'ai besoin d'un audit SEO. J'arrive l'audit SEO, je découvre qu'en fait le gars, il a pas de site encore, donc il y a pas d'audit technique. Donc donc en fait tu es obligé de faire un devis à tiroir. Tu lui dis. Ensuite tu comprends que de toute façon son budget backlink il est pas fou. On est pour l'instant sur une stratégie de contenu, une arborescence. Et On doit définir un peu les mots clés. Donc tu te rends compte c'est pas l'audit complet que tu avais en tête au départ. Tu peux pas lui dire c'est 3000 balles ou 4000 balles ou 2000 balles, peu importe. Tu es mais obligé en de soi, tu indiques quand même un prix jour. alors, moi, je pense que c'est une erreur, hein, pour être tout à fait clair, au niveau de Malte. Tu peux ne pas indiquer un prix jour. Ouais, moi, je leur dis, écoutez, je vous ai mis un tarif indicatif de 600, par exemple. En réalité, ça veut dire que, parce qu'en fait, je pense que dans nos métiers, en tant que freelance, parfois, t'as un client sympa, t'as de la famille, t'as un cousin, t'as une association, voilà. Là, tu calcules pas, tu vas être à 30 balles de l'heure, on s'en fout, parce que tu veux être payé, mais on le fait tous un peu, hein. Ça veut dire, voilà, on fait un podcast, on se présente à un salon, on fait des trucs gratuits ou quasi gratuits, tu vois. Ou le On va, secteur d'activité est fun parce que moi, voilà, typiquement, c'est la pêche de la carpe. C'est un bien e-commerce sûr. dans la pêche de la carpe. Bon, il y en a plus beaucoup, mais c'est l'un des Voilà, deux ou des trois qui vient me voir. Je vais trouver ça plus fun et je vais moins tiquer sur voilà. le prix, c'est clair. Et voilà, et après, derrière, ça veut pas dire que tu te sers, parce que c'est une grosse boîte, tu vas faire ton tarif x3. C'est non, c'est l'enjeu, il est plus important, ça demande plus de réflexion, plus de travail. C'est un suivi qui est pas le même niveau de, voilà, et de compétences. Donc, parfois, moi, je suis pas choqué quand il y a des écarts de 1 à 3. Parce qu'en fait, c'est pas la tête du client. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as un tarif plancher dans certaines configurations et tu as un tarif plus réaliste dans certaines autres configurations qui vont si je te demande, Elliot, tu dois te déplacer chez le client une fois par semaine, tu dois manager des équipes, les enjeux ils sont extrêmement importants, etc. Il y a plein de petites briques qui vont faire que à la fin, ben, c'est comme si tu dis non, je vais être en première classe, j'ai beaucoup d'ajouts de bagages, je veux un super repas et tout, ben, le tarif n'est pas le même que le gars qui est tout derrière et qui vient avec un sac à dos. C'est pas la même prestation. Et donc, l'idée, c'est de partir sur un tarif indicatif relativement bas, mais c'est vrai que ça démarre sur le contenu. Alors moi, j'ai eu la chance, il y a un point que je voulais juste ajouter, j'ai eu la chance il y a 10 ans, entre guillemets, on avait un algo qui était très simplifié, et j'ai capté beaucoup de missions. Ça, pendant 3-4 ans, j'avais pratiquement toutes les demandes SEO qui arrivaient, et j'ai un peu monopolisé. Donc c'est vrai que j'étais focus, je prenais tout. Euh, et c'est ce qui m'a amené à faire beaucoup de missions. Ils ont intégré, on va dire, allez, 2015-2016, ou enfin peut-être un peu plus tard, 2017, ils ont mis ce qu'ils appellent dans l'algo de la randomisation. C'est-à-dire qu'une fois que que j'ai absorbé une mission, je suis moins visible. On n'est pas comme chez Google. Donc là, c'est la grosse différence. C'est autant quand tu as un ranking qui est posé, on va dire, t'es deuxième, par exemple, deuxième, troisième, tu as des écarts, tu peux être une fois deuxième, une fois troisième, mais tu passes pas à 23e. Enfin, à moins d'un gros problème. Mais là, par contre, c'est un peu différent sur Malte, c'est que quand aujourd'hui, tu as un nouvel entrant, il va être boosté artificiellement. On va dire, ok, ben pendant un mois, tu rentres dans le top 10. Emmanuel, il a une mission actuelle. Ok, on lui donne pas tellement de visibilité. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai plus d'intérêt à amener d'autres personnes, à coacher, et à montrer à amener d'autres personnes, si tu veux, parce que le gâteau est grand. Et de toutes les façons, je serai invisible. Et à l'inverse, quand je finis une mission, tout de suite, il me remet en premier. Donc en fait, on n'est pas sur des rankings fixes. Donc il y a des gens qui, entre guillemets, mentent sur LinkedIn, ils disent, tiens, je suis premier sur telle requête. Attends, les requêtes, ici, le ranking de Malte n'est pas un ranking fixe. Alors, je partage parce que ça peut-être tu le sais pas, où il y a des gens qui sont pas. Je vous le montre. Alors, je vais vous montrer quand même, c'est important. Il y a il y a l'équivalent d'un Search Console sur Malte. C'est pour ça que voilà, ce qu'on fait, c'est entre guillemets, c'est sérieux. Je peux aider n'importe quel freelance parce que je connais les mots clés et je peux travailler son profil de telle façon à ce qu'il prenne des positions. Mais tu vois, par exemple, en SEO actuellement, tu vois, je suis pas bon. Je suis 14e. Tu vois, consultant SEO, je suis 7e, ça dépend des requêtes, mais ça va dépendre. Et puis là, c'est la vision, elle est au mois. Mais à la semaine, peut-être, tu vois, je suis monté, j'étais 13e. Parfois, je peux être 5e. La position évolue en permanence à cause de ce jeu un peu de chaise musicale. Ouais, puis c'est intéressant parce que du coup, tu as le champ sémantique, il est là, quoi. Tu Ah ouais, parlais tout pour à moi, l'heure du champ c'était... lexical, Ah il est oui, ici, hein. ah oui, pour moi, c'est ça le point principal, il est là. C'est qu'en fait,
Moi, quand j'ai découvert ça, si tu veux, il y a 10 ans, je dis, ah ben tiens, ça doit fonctionner comme le Search Console, comme le SEO. Bon, mais naturellement, sans trop. Et en fait, je me suis dit, tiens, voilà les mots-clés, je vois comment ça match. Et après, tu vois des incohérences. C'est-à-dire que si tu dis, par exemple, que tu as fait un stage chez McDo, il va te faire remonter sur McDo. Et donc, il y a des gars qui viennent avec un copywriting pourri, dire, ouais, j'ai fait le tour du monde, ils remontent sur des requêtes aucun rapport. C'est pas, et donc, du coup, soit orienter client, remonte sur des requêtes hyper précises, mais qui sont des requêtes clients où tu te présentes pas, un peu comme on fait en SEO. Et là, du coup, tu as beaucoup plus de chance et tu peux voir tes résultats au fur et à mesure, comme tu analyserais un Search Console. Ok, intéressant. Et donc, du coup, toi, quand tu as une mission, donc tu es obligé de la déclarer un début, la déclarer avec une fin. C'est C'est ça. ce qui fait que tu vas te faire payer. Pendant Oui. cette période-là, tu es moins visible, donc d'autres qui n'ont pas de mission peuvent être visibles. Oui. Est-ce qu'il y a des primes à la connexion, à l'activité, des choses comme Oui. ça, tu penses Ouais. Ouais, Ah oui, ok. clairement. Ouais, je vois que l'algo, il est très sensible à ça. C'est-à-dire que si par exemple, ton temps de réponse, tu vois, si tu as un temps de réponse foireux, laisse tomber, t'es pas bon, quoi. Il va te pénaliser. Donc oui, c'est très sensible. Par exemple, tu vois, il y a des petits hacks. Par exemple, je prends mon profil, je le balance sur LinkedIn, là, il y a d'un coup plein de vues de profil. Ça monte. En fait, tous les hacks, alors c'est pas des gros hacks, mais un peu les hacks de manipulation du CTR sur Google. C'est à la marge, hein, c'est pas grâce à ça que tu vas changer, parce qu'en fait, fondamentalement, ça reste le choix de tes mots-clés dans ton titre, tes compétences, ton descriptif. C'est quand même ce socle-là. T'as pas ça, t'as rien. Maintenant, il y a des moments de mou, tu vois. Moi, là, la semaine dernière, j'ai rien eu. Cette semaine, ça repart. Alors j'ai pas vérifié, mais peut-être que la semaine dernière, il y a eu d'un coup 10 nouveaux entrants. Il y a eu plein de gars qui ont fini des missions, et puis voilà, moi j'étais déjà avec pas mal de devis en cours, donc ils m'ont un peu dégagé. Ouais, Mais parce donc, qu'en fait, ce mécanisme est pas mal du coup, parce que j'avais envie de te dire, tu prends ceux qui ont les plus grosses missions, tu copies un peu leur champ lexical, leurs mots-clés, comme on ferait avec des oui, outils type Urtext Guru, SEO Opti, et c'est ainsi ça. de suite. Tu te mets, mais ce qui est vachement bien, c'est que pendant que toi, tu es occupé, tu as la place de venir prendre une mission, Voilà. tu es occupé, donc un autre vient prendre la mission. Donc c'est ça qui est vachement bien en fait, c'est que c'est cyclique. Et du moment que Oui, tu vas être actif, et les petits hacks que tu donnes, ça permet juste peut-être de choper la première ou les deux premières missions, le temps oui. d'être visible, tu chopes ta mission et tu commences à engendrer ces actions, quoi. Voilà, ce qui veut dire en fait qu'à la limite, inspire-toi déjà des meilleurs. Tu vois, pour moi, un bon référenceur, d'ailleurs, c'est un gars qui est bon en benchmark. Ça veut dire, tu vois, hier, j'ai audité rapidement un site. Tu vois tout de suite des axes dès qu'il me donne les concurrents, je dis attends, vous êtes trompé là-dessus, vous n'êtes pas visible. Tu vois des axes que tu es bon en benchmark. Donc la première chose quand tu fais une analyse de marketplace, c'est ça. C'est cette notion de benchmark. Maintenant, il y avait un écueil que beaucoup de freelance faisaient, c'est de dire non mais attends, Emmanuel il a 400 missions, je pourrais jamais le rattraper, c'est mort, tu vois, je veux pas y aller, ça a aucun intérêt. En fait, c'est faux parce que moi je suis pas 100%, tu vois, je t'ai montré, je suis 14e en ce moment. Ça veut dire, Elliot, on te fait un super profil, tu peux être dans le top 5, top 10 et tu chopes des missions. Et en fait, alors après, on va dire, ok, mais si je suis 14e, je vais passer complètement. Non, parce que quand Elliot, il aura pris une mission, il sera peut-être un peu moins visible, et quand moi j'aurai fini une, je vais au contraire avoir ce boost de visibilité. En fait, le principe, c'est pour ça que moi je pars de cette logique que nous, en tant que freelance SEO, mais c'est vrai pour tous les freelances en réalité, en tant que freelance, on n'est pas réellement concurrent. Pour une raison simple, c'est que la capacité d'absorption de missions d'Eliott ou d'Emmanuel, elle est limitée. On n'est pas une agence, voilà, avec derrière j'ai 5000 gars qui attendent du taf. Non, ça veut dire, moi, une fois que je suis maqué, je peux plus faire. Tu vois, j'ai mes clients, voilà, je peux plus prendre. Donc c'est soit je donne à d'autres, donc ce que j'essaye de développer avec mon collectif, soit je forme d'autres, mais je peux pas prendre plus de clients. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Alors que, on va dire, en référencement, souvent, il y a cette logique de winner takes all. Sur les marketplaces, alors en tout cas, sur Malte, en tout cas, cette marketplace de freelance, c'est pas forcément le cas. Bien sûr, bon, Ouais, ça, après, ça il faut serait quand un même peu admettre. l'onglet stock sur Amazon ou sur Cdiscount, où Oui, quand ton stock arrive à zéro, t'es plus poussé pour voilà. justement éviter les catastrophes, quoi. Voilà, exactement. Mais moi, à mon sens, si tu veux, voilà, en un mot, en tout cas, pour me présenter un peu ce que je fais, et je pense qu'il y a beaucoup de freelance, en tout cas, ou de consultants SEO qui nous regardent et qui peuvent être intéressés. Moi, je leur dis, oui, allez sur Malte parce que ça reste la plateforme, on va dire, numéro un du marché en France, mais qui a acheté en plus plein d'autres plateformes en Europe, et c'est une très belle plateforme. Beaucoup de boîtes du CAC 40 sont présentes dessus. Donc,
moi aujourd'hui, j'ai créé une formation qui explique un peu tout, aussi bien comment optimiser son profil, comment closer ses clients. Voilà, je donne tous mes conseils pour réussir. Donc il y a pas mal de vidéos. Donc c'est une formation à 149 euros. Et il y en a d'autres qui me demandent aussi pas mal de les coacher, de les de travailler leur profil. Alors soit des gens qui sont déjà assez bons, soit des gens qui démarrent. Et donc là en fait c'est un coaching mal. Donc tous les avis c'est des avis réels de clients. Il y en a qui m'ont mis des vidéos. Et en fait, donc là, c'est une session de coaching en 1 heure. Je reprends le profil de la personne, ou je crée avec lui son profil. Donc là, c'est 250 euros. J'ai quelques moments dans la semaine où je le fais. J'optimise de A à Z son profil. Je lui donne tous mes hacks pour qu'il commence à performer et avoir des missions. Sachant que pour moi, ça fonctionne beaucoup comme de l'optimisation de fiches produits ou de l'optimisation e-commerce. On est sur une marketplace. Il faut raisonner e-commerce et il faut raisonner SEO. Ça veut dire faire en sorte d'être le plus visible, tout en n'ayant pas peur d'être 11e ou 12e, 15e. Voilà, il faut éviter, et voilà, on peut apparaître sur une grande variété de mots-clés. On est dans cette logique de longue traîne. Tout à l'heure, voilà, j'ai coaché un gars qui est un Scrum Master. Il y a plein de mots autour de Scrum Master. Voilà, coach agile, Scrum Master, formation agile, transformation digitale. Donc, il y a une variété de mots-clés qui est intéressante, sur lesquels on va le positionner. Moi, mon objectif, c'est qu'il ait une centaine de vues de profil à la fin du mois, qu'il ait un taux de conversion au moins de 5% en termes de leads, j'ai eu 5 demandes, qui génère 2-3 rendez-vous, et ensuite ça transforme. Ok, mécanisme classique, mais Voilà. intéressant. Ok. Et donc, du coup, t'es pas limité dans la description. En fait, tu as forcément un nombre maximum de mots, mais tu peux quand même t'exprimer. Oui, tu es quand même limité à 2000 caractères. Tu peux t'exprimer plus ou moins. Après, c'est un algo qui lit ça. Ce qui étonne un petit peu les freelances, pas dans le SEO, mais les freelances, on va dire généralistes, eux, ils imaginent vraiment, ah non, mais moi, attention, moi j'ai écrit comme ça et tout. Ils te disent, ouais, mais le descriptif, moi je veux écrire telle forme et tout. C'est très copyrighté, c'est très écriture persuasive. Et là, moi, je leur ai dit, écoutez, on oublie tout ça, je te balance, on s'en fout de tes références clients, ton histoire, ça m'intéresse pas, fais pas de cours. Tu mets exactement les mots-clés du client et on fait de l'optimisation fiche produit. Donc c'est un peu, parfois certains, c'est un peu une blessure narcissique. J'en ai eu une récemment, tu vois, c'était terrible pour elle, mais ça veut dire, je lui dis, bon, en fait, t'es community manager. Et elle me dit, ah non, je veux pas être perçu comme ça. Et en fait, tu vois, en SEO, on est dans du pull. La question autant en push, tu fais ce que tu veux. Tu peux travailler ta perception, tu peux raconter ton Mais si t'es pas sur le bon mot-clé et que t'es sur un mot-clé que personne ne cherche, non, je suis écrivain d'entreprise. Non, t'es community manager, quoi. Les gens, ils tapent community manager et t'as pas écrivain d'entreprise, quoi. Ouais, elle m'a Donc, dit, voilà, elle voulait dire, non, je génère des chatbots grâce à l'IA pour réaliser des posts. Non, mais non. Pour se singulariser par rapport à la communauté des community managers. Mais le besoin client, c'est un community manager. Donc, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est son axe de différenciation qui va peut-être lui permettre de closer plus et d'augmenter ce fameux 5 et 1% que tu disais tout à l'heure. oui, Voilà, exactement. je vais prendre contact. Est-ce que tu as un petit peu de stats en moyenne, un client qui vient sur Malte, combien de freelance il consulte? Alors, oui, c'est important. Est-ce qu'on sait un peu les critères qu'il va prendre Oui, en compte, tu vois? ouais, ça on sait, parce qu'en fait, si tu as deux types de demandes, tu as la demande opportunité, celle-là, tu as très peu de chance, parce qu'en fait, c'est un gars, il balance le projet, et puis Ok, je crée un projet, j'en mets sur 50, comme moi j'ai déjà réussi à faire, et puis je me suis retrouvé submergé de demandes, j'avais, je sais pas, 40 réponses, quoi. ouais, ça, Ok. tu laisses tomber ça. Après, moi, je te parle de vraies demandes qui s'arrêtent sur ton profil. Donc là, en général, ils s'arrêtent à 3 personnes, entre 3 et 5. Alors, 3 et 5, il faut savoir deux petites choses secrètes, entre guillemets. C'est qu'une personne sur deux n'est pas disponible ou ne répond pas. Donc, en fait, pour peu que tu sois réactif, en vérité, tu es en concurrence, allez, max 3 personnes. Les clients, ils font en général 3 rendez-vous. Hein, ils ont aussi un temps limité. Hein, ils vont pas en faire 350 rendez-vous. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je te dis que j'ai un taux de closing, tu vois, de 30%, c'est quand je suis très bon. Tu vois, ça veut dire, je me dis, c'est la pratique. Voilà, mais j'ai jamais, voilà, des fois j'ai 20%. Mais en gros, la réalité, c'est que le client, de toutes les façons, il fait 3 rendez-vous. Donc en fait, moi-même, je suis pas si bon que ça, parce que en fait, je close 1 sur 3. C'est ma stat. Ça veut dire, et donc il y en a deux. Il y en a un, il va reporter. Il y en a un autre, il va dire, il va choisir quelqu'un d'autre parce que il va mieux fitter ou le tarif est meilleur ou je ne sais quoi. Il peut arriver plein de choses, tu vois. Ou bien
honnêtement, hein, ça m'arrive aussi que je dise aux clients en rendez-vous, comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je dis non, écoutez, je suis pas la bonne personne, alors que ça faisait quand même déjà 1 heure que j'étais avec elle, tu vois. Mais bon, ça fait partie du jeu. Quand tu fais des devis gratuits de temps en temps ou des rendez-vous gratuits, moi j'en fais, pas trop non plus, mais j'en fais et il y a pas et oui, des fois on en perd, mais honnêtement, les clients sont aussi soucieux de leur temps, donc il faut pas imaginer qu'ils demandent à 200 personnes. D'ailleurs, Malte, si tu demandes à plus de 5, il t'arrête en fait. Donc ça, tu peux pas Ok. demander à plus de 5 personnes. Donc c'est quand même en général, voilà, entre 3 et 5 demandes, il y en a 2, 3 qui Ouais, donc répondent, tu as 3 rendez-vous. m- même si demande à 5, tu en as peut-être une ou deux qui est pas dispo, donc on retombe sur ta Voilà. stat de 3 qui Oui. paraît assez cohérente, quoi. Ok, Voilà. Et ce qui fait intéressant. qu'en fait, j'ai envie de te dire sur, oui, et ce qui veut dire qu'en fait, tu as quand même tes chances pour peu que tu aies un volume d'une dizaine allez, entre 5 et 10 demandes par mois. Allez, 5, 6, c'est un peu le minimum. Parce que pour que Mhm. tu aies un traitement, un peu de Oui, rendez-vous et comme tout. un e-commerce, hein, si t'as pas tes 100 Voilà. visiteurs, tu Voilà. commences pas à faire des stats et C'est ça. tu enchaînes pas, quoi, les ventes. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. D'ailleurs, les ratios sont vraiment les gens qui connaissent les ratios du e-commerce ou les ratios de la transformation, même en génération de leads, Malte est très bon. Ça veut dire qu'une page profil, ce que ça génère quand une fois, on est sur des stats élevés. Ça veut dire qu'on est bon là-dessus. Ils ont un funnel qui fonctionne. Je veux dire, après on peut ne pas aimer le design, mais c'est comme Amazon. Tu peux, tu peux ne pas aimer le design, il fonctionne. Mhm. Voilà. Non, mais t'as ce côté tiers de confiance. Ok, je vais payer, mais je suis quand même sécurisé Voilà. parce que j'imagine qu'il y a plein de clients qui ont déjà payé un freelance qui a jamais fait le boulot, qui a jamais renvoyé l'argent, qui a jamais remboursé et qui s'est barré avec la thune. Voilà. Ce J'imagine que que je c'est veux dire, arrivé. ouais, je vais te montrer un truc qui est quand même, qui est, pour moi, je vais te montrer un petit truc en plus, si tu Ouais, veux, qui est vas-y. important, qui a changé. Ça, Ouais. ça serait sympa en commentaire si vous êtes freelance et que vous avez déjà un client qui vous a pas payé, mettez-le en commentaire. Et si vous êtes client justement et que vous avez déjà un freelance qui s'est barré avec les sous, mettez-le aussi. Ça peut être marrant Jean-Marc. Ça peut être intéressant de voir vos retours d'expérience, quoi. Tu vois, par exemple, là, je reçois des demandes, tu vois, là, c'est Natixis. Tu vois, je vois que la Mhm. personne elle a déjà fait 14 missions. Donc je sais que c'est un lead sérieux, tu vois. A priori, c'est quelqu'un de bien, tu vois, qui a Mhm. fait des choses. Je sais, tu vois, Léopold, la même chose, il a déjà eu fait 3 missions. Tu vois, Drexco Medical, alors je sais plus, bon, lui, il a fait aucune mission. Mais en général, tu commences à avoir de plus en plus de personnes qui ont déjà fait un certain volume de missions, tu vois. Donc en général, ils connaissent le process avec, tu vois, par exemple, Simon, c'est quelqu'un qui a fait 67 missions. Donc on a des clients qui sont quand même anciens. Et là, c'est un Euh, acheteur, on est d'accord. Ouais, on a un acheteur. C'est-à-dire que moi, Ok. Simon, il fait. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je connais des données, en fait. Quand je vois un gars qui a déjà fait 67 missions, je sais que le gars, j'ai pas besoin de tout lui expliquer. Il sait travailler avec des freelances, il connaît différents Mhm. tarifs. Et ce que tu as dit, si tu veux, sur le fait que la mauvaise expérience du freelance, pour moi, il y a un changement majeur, c'est qu'il y a trop de clients qui ont acheté pour du pas cher aujourd'hui. C'est-à-dire que le pas cher que toi, tu avais vu il y a 10 ans, à 150 balles, ils ont dit, ouais, mais ça vaut 150 balles, en fait. Et Ah, j'ai moi, plus moi, envie. c'était. Moi, c'était ma terreur. C'est pour ça que je m'étais barré de ces plateformes-là. J'ai bien évidemment, comme tout le monde, essayé parce que ça avait l'air magique et sympa. On s'était fait démarcher à l'époque. Je crois que Malte nous appelait même en tant qu'agence ou en tant que freelance. Il tapait un Ouais, peu c'est large. possible. Et je voyais souvent des devis partir. Ouais, mais un tel, il est à 150 balles, à 200 balles. On sait très bien, on a tous encore une fois, on a les mêmes charges, les mêmes taux d'imposition. Si on vit, alors toi, t'es, alors, t'es pas en offshore tout à fait, t'es à Jérusalem, donc il y a un coût de la vie qui est pas forcément moindre, j'imagine qu'il est le même que la France ou autre, mais des fois on était en concurrence avec des gens qui étaient sur des pays soit du offshore, soit pas cher, soit même des Français qui eux venaient de débuter, donc ils étaient contents de gagner 100 balles à la journée, parce qu'ils raisonnent peut-être, tu vois, sur la base d'un SMIC ou d'un revenu de salarié, sans voir toutes les charges et la complexité, et puis derrière ce qu'il faut prévoir. Donc je m'étais dit, ouais, on n'y arrivera jamais. J'avais eu la même expérience avec Coder.com à l'époque, Oui. quand on faisait la créa de site web, c'était toujours trop cher. Il y avait toujours un mec moins cher. Les mecs t'envoyaient des cahiers des charges comme ça et fallait toujours que ça soit le cahier des charges, c'était codez-moi Amazon, à peu près pareil, budget 1000 balles, quoi. Oh. Bah, en fait, alors, ce que je veux te dire, c'est que tout le monde a eu un peu cette idée-là, même du côté client. Il y avait cette logique freelance veut dire pas cher. Mais aujourd'hui, non, c'est fini. Hein. C'est-à-dire, t'as des clients matures, ils ont payé pour le pas cher, donc ils veulent plus trop faire ça. C'est qu'aujourd'hui, tu veux, je te dis, c'est même pire. Ça veut dire, je trouve que ça a même, le Covid a été une sorte d'accélération. C'est qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de clients qui, en fait, pour faire très simple, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie opportunité à saisir, c'est que t'as des clients qui ont payé cher des agences et qui disent à ce prix-là, pour avoir des juniors en face, je préfère payer cher un freelance expérimenté. Ça, je dis n'importe quoi. Mais si tu veux, ils préfèrent payer un audit 2000 balles, un freelance
voilà, sans frais, etc., plutôt que payer 2000 une agence et que ça a été mal fait. Et aujourd'hui, moi, à mon sens, alors j'ai pas dit que tous les clients sont dans cette logique, mais tu as beaucoup de clients qui sont prêts à payer, voilà, une journée homme relativement bien. Pendant longtemps, tu vois, les freelances étaient moins chers que les agences. Aujourd'hui, les freelances sont plus chers que les agences. Et aujourd'hui, les agences, ben, ils ont du mal à conserver des talents. Moi, je vois de plus en plus de gars qui sont assez bons, qui se mettent en indépendant. Ils ont raison. Et les clients, de plus en plus, préfèrent payer de la qualité parce que, bon, ils s'y retrouvent pas sur du pas cher. Alors après, tu as toujours des touristes, mais en gros, aujourd'hui, voilà, c'est pas du tout la tendance de la plateforme. Et les clients sérieux, voilà, voilà. Après, les clients sérieux viennent chercher de la qualité. Maintenant, moi, j'ai aucun problème quand je sens que le gars il vient chercher du prix de le décliner. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas. Mhm. Bye. L'algo préfère que tu déclines que tu fasses le. Voilà, pour lui, il voit ça comme voilà, tu sais ce que tu veux, il y a aucun problème. Ouais, t'as pas closé, quoi. T'as passé Voilà, du temps et t'as pas closé, donc tu réduis ta note voilà, d'efficacité ou de rendement, c'est ou ça. tu fais perdre du pognon à la plateforme, quoi. Voilà, C'est ce que tu montrais tout à l'heure, je sais plus quel était son prénom, qui avait 0 mission sur la plateforme. voilà. Tu pourrais le décliner en disant je le sens pas. Mais ce qui est Oui, intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont compris la mécanique de Malte en tant que client, c'est un peu comme Amazon, quoi. Ils continuent de passer par la plateforme oui, parce qu'ils ont compris, ça fonctionne, ça va vite exactement. et ils passent tous leurs besoins là-dessus, quoi. Ouais, t'as quand même beaucoup de clients qui font comme ça, qui travaillent comme ça. Après, ce qui est sympa aussi, je rappelle, c'est que t'as des clients qui vont démarrer sur Malte. Une fois qu'ils travaillent avec toi, moi, bon, maintenant ça fait quand même quelques années, mais je le vois. Après, une fois que t'as 3 ans d'expérience, t'as quand même beaucoup de repeat. Et là, ils se rappellent de toi. Mm. Tu vois, comme Malte n'a pas menti, ils ont dit le nom, c'est Elliot. Voilà. Les gars, ils ont ton mail. Ils te contactent en direct et tu dis ah ouais mais il y a 5 ans j'ai bossé avec lui mais c'était sur Malte. Il repasse plus sur Malte, hein. Il a ton mail, il passe direct. Donc Malte reste quand même un bon outil de propulsion de freelance. Maintenant, il y a des clients qui repassent sur Malte, même s'ils te connaissent et tout. Il y a les deux. Moi-même, parfois, j'importe des clients sur Malte, hein. Donc ça m'arrive hein, pour augmenter mes stats ou refaire repartir un peu l'algo. Mais globalement, je pense clairement qu'il y a encore pas mal de positions à prendre parce que n'oublions pas que le vrai, entre guillemets, le vrai concurrent du freelance SEO, c'est pas le freelance SEO son voisin, c'est les grosses agences SEO ou les agences web qui disent qu'ils font du SEO mais ils en font pas. Il y en a encore beaucoup trop. Il dit ouais, on t'optimise ton site, mais on t'a vendu et en fait tu te rends compte que c'est la cata. Et Ouais. cela c'est la cata. En fait, ça reste aussi. Il y a des déçus des agences web et des déçus des agences SEO. Et ces gens-là, on a encore beaucoup de place à prendre nous en tant que freelance par rapport à ces acteurs-là. Ouais, ok. Euh, Malte est payant pour un freelance? Non, c'est gratuit. Non. En Ok. fait, c'est Donc gratuit quand tu t'inscris. Tu t'as payes pas de pas. plus-value à payer. Ok. Non, tu payes pas ton. Voilà. Par contre, tu payes pas même les leads que tu reçois. Par contre, ils te prennent une commission sur les ventes. C'est-à-dire qu'ils prennent un risque Ah, en bien fait. sûr. D'accord. Oui, bien Maintenant, un sûr. peu comme Mais Airbnb, ouais. ça pourrait être voilà comme LinkedIn ou si tu as la version payante Oui. ou Twitter si tu as la version la pastille bleue, tu as une mise en avant un peu plus élevée, tu vois, il y aurait pu avoir un Pour système l'instant, d'options, ce genre de choses quoi. OK. ouais, pour l'instant, ils n'ont pas mis ça en avant. Je pense qu'ils ont conscience que ils ont déjà pas mal révolutionné le marché du freelancing. Les gens aujourd'hui enfin, je trouve qu'ils ont réussi leur opération de dire, ok, t'as de la qualité avec un freelance de qualité. Parce que la grosse différence, elle est là, c'est qu'entre Elliot Bobier sur LinkedIn ou Emmanuel Bissuit sur LinkedIn et sur Malte, il y a écrit nombre de missions, nombre d'avis, c'est beaucoup plus fort que LinkedIn. LinkedIn, pour cartonner sur LinkedIn, bah, voilà. Dans mon cas, par exemple, sur LinkedIn, mon profil, il génère pas tant que ça, mais je suis obligé de matraquer, d'écrire du contenu, faire du push. Malte, il est puissant en termes de pool. Voilà, les gens, ils arrivent, ils disent, ah ouais, attends, il a fait autant de missions, il a fait autant de Ouais, puis trucs. tu Voilà. peux venir sur LinkedIn pour te balader, tu viens pas sur Malte pour te balader. Non, sur Malte, C'est pas Tinder quoi. Tu as une non. mission, tu cherches des gens et tu viens demander et envoyer ta C'est ça. mission quoi. Et, Surtout que ta sachant mission aussi elle prend que, du temps à faire. voilà, sachant que tu as des clients qui viennent chercher du junior et des clients qui viennent chercher du senior. C'est ce que toi, tu as dit tout à l'heure, tu as le client qui vient et qui est un peu déçu, qui veut challenger, t'en as plein. Hein. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé des fois de dire, j'ai bossé une mission sympa comme ça pour Legal Place. Tu vois, et Legal Place, en fin d'année, ils ont dit, non, on veut un regard. Alors, ils avaient une très belle agence, ils avaient déjà des très bons résultats, et ils m'ont dit, sur Malte, tiens, on veut une mission un peu one-shot où tu challenges encore plus en fin d'année. Donc là, les gars, ils sont prêts à aller loin parce qu'ils ont fait des grosses levées de fonds, ils ont fait des choses assez poussées. Et donc du coup, t'as ce cas de figure. Mais ce que je veux, moi pour moi, le message en tout cas que je voulais faire passer, c'est que il y a beaucoup de freelance qui gagneraient à connaître les codes,
de cette plateforme. Et après, pour moi, même en dehors de la plateforme, parce que je mets pas tous mes œufs là-dessus. Enfin, voilà, je pense que LinkedIn c'est super, son site perso c'est encore exceptionnel tout ce qu'on peut faire là-dessus. Il y a beaucoup de, voilà, il y a le salon SEO Summit, il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors de Malte. Malte est un outil de personal branding intéressant, un levier intéressant. Connaître un peu, ça permet aussi. Moi, j'aime bien aussi pour les freelances qui se lancent. C'est sympa. Tiens, ah ok, tu vois, il y a des freelances il y a un freelance récent en SEO qui se lance et il n'a pas connaissance vraiment des besoins du marché parce qu'il a eu soit des trucs, il avait travaillé un peu en agence, et il a une vision un peu scolaire du métier et il se rend pas vraiment compte de ce que les clients demandent. Par exemple, j'en sais rien, un client qui vient et qui dit moi j'ai besoin d'un vrai travail de recherche de mots-clés, d'identification, de stratégie éditoriale. Qu'est-ce qu'on va faire exactement et donc du coup, ou bien un autre qui vient avec une problématique plus propre au netlinking. Donc être présent sur Malte, c'est aussi être à l'écoute du marché. Et voilà ce que les gens veulent. Et de définir son offre là-dessus, c'est plus facile que de dire ok, je pars bien en tête sur mon site web, je mets mes offres, je mets mes prix. Non, mets-toi sur une marketplace, regarde les prix qui sont entre eux, qui sont pratiqués, regarde un petit peu qu'est-ce que tu arrives à vendre. Plus tu en connaîtras sur ton marché, mieux ce sera après pour développer ton site et proposer une offre cohérente. Ouais, je comprends. Et puis, une personne qui n'est pas forcément commerciale, parce qu'on peut être très bon SEO, et puis tu l'as dit, tu n'accompagnes pas que des freelances SEO, hein. Toi, c'est tout Oui, type de freelance, dans tout type de oui, métier. On peut être très bon dans son métier, mais pas forcément avoir une vocation commerciale, de démarcher, ne pas aimer ça, ne pas avoir envie. Là, bah, comme on parlait d'inbound tout à l'heure, bah, les leads vont venir à toi. Il suffit de bosser un peu tes techniques de closing et ta oui. passion. Et ça suffit. Mais genre, il y a des gens qui ont vraiment une allergie au démarchage, à aller. Moi, je le vois sur des salons, des fois, quand on emmène des consultants, aller vers le client, vers le chaland, vers les personnes qui passent. Autant les commerciaux, ils n'ont pas de problème. Autant les consultants, c'est plus compliqué. Tu vois. Alors que là, bon, c'est plus confortable qu'un prospect te bip, te demande Oui, un rendez-vous et voilà quoi. Et puis en plus, je voyais, il y a des belles marques de ce que tu as cité. Tu as cité quand même des belles marques. Moi, à oui, l'époque, ces gens-là, on les voyait pas sur Malte. oui. Là, j'ai l'impression quand même ça a fait un énorme pas Oui, parce que en 5-6 ans. voilà, ils ont signé en fait des accords cadres avec toutes les boîtes du CAC 40. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une boîte, je sais pas, une grosse boîte, La Poste par exemple, s'ils veulent faire appel à des freelances, ils doivent passer par des plateformes réglementées. C'est-à-dire que la réglementation Malte est très importante, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas aller sur une plateforme offshore justement. Ils doivent passer par des gars qui payent des impôts à des degrés, à des niveaux équivalents de ce qui est pratiqué en France. Alors tu as des expats évidemment, mais globalement t'as quand même des gens qui pratiquent des tarifs franco-français avec des niveaux d'imposition franco-français. Donc il n'y a pas cette logique de dumping social. Et la plateforme fait hyper attention aussi à tout ce qui est question de blanchiment d'argent. Est-ce que tu es à jour dans tes cotisations Est-ce que tu es une société qui est réellement immatriculée Est-ce qu'une et donc, obligation légale maintenant voilà. Et ça, en c'est tant que des donneur évolutions d'ordre? voilà, c'est des évolutions au niveau des entreprises, des évolutions au niveau réglementaire, au niveau de l'État, etc. Et Malte a suivi tout ça. Donc ça reste, tu vois, incomparable avec Fiverr ou Upwork ou des plateformes internationales où là, il n'y a pas les mêmes enjeux. Ouais, je comprends. Je comprends. Ok. Différence entre ton coaching et ta formation, c'est que le coaching va plus vite et tu Ouais, t'adaptes. ouais, exactement. Le coaching, en fait, souvent, ça va être un vrai positionnement et apporter de la customisation à la personne. La formation, ça apporte plus, on va dire, une vision 360. On va peut-être un peu plus loin, mais il y a moins ce côté custom. Donc, tu as des personnes qui prennent les deux, tu as des personnes qui prennent que la formation, tu as des personnes qui prennent que l'optimisation, que le coaching ensemble. T'as un peu, voilà, en vérité, le gros avantage du coaching, c'est un peu voilà, j'ai fait 400 missions, j'ai coaché près de 200 freelances, donc je pense que je connais quand même beaucoup de profils, je connais un peu les volumes, tu vois. Il y a un garçon qui m'a contacté, il est consultant Salesforce, j'en ai déjà coaché 3, je sais que c'est quoi les demandes du marché, mais tu sais, c'est un Hmm. peu, quand on a un peu de bagage, enfin un peu de, comment dire, de bouteille en SEO, il y a des domaines d'activité qu'on connaît par cœur, tu vois, on connaît les mots-clés, on connaît le secteur et tout. Donc là, moi, il y a quand même des secteurs d'activité que je connais bien, je sais où il y a de la demande, où il n'y a pas de la demande, quels sont les types de demandes. J'ai quand même pas mal de data là-dessus, et c'est vrai que ce coaching, c'est ça l'intérêt. Après, la Bible Malte, ce que j'ai appelé, c'est vraiment, voilà, je réponds à toutes les questions. Comment on fait quand un client répond pas, les impayés, les difficultés, ils te menacent d'un mauvais avis. Comment on fait Mhm. pour... Parce que tu as des gens qui ont des belles compétences, mais ils sont pas bons au niveau commercial. Je leur donne tous mes conseils là-dessus. Ou tu as des gens, tu vois, qui connaissent pas tous les ratios que nous, on connaît. C'est-à-dire des taux de transfo. Tu vois, toi, quand tu es dans le marketing digital, en général, on est assez bon sur les taux de transfo attendus. Mais j'ai fait une conférence avec Benjamin Dubreux dans la communauté data. Les gars, ils étaient pas bons du tout, tu vois.
Ça veut dire, ça veut dire qu'ils ont un lead, ils pensent qu'ils vont faire 100%, tu vois, ou bien ils se rendent pas compte le taux d'échec. C'est-à-dire quand tu leur donnes qu'en e-commerce on fait du 2%, 3% de vente, ils pètent une pile, tu vois, ils comprennent pas. Donc et pourtant ils sont très compétents. Donc les rassurer, leur expliquer, dire voilà, première étape c'est que t'es tant d'impressions, deuxième étape tant de vues de profil, troisième étape tant de rendez-vous, leur rappeler le tunnel, leur montrer. Donc là je le fais dans la formation, mais des fois ils ont besoin de coaching pour aller plus loin. Mmh. Ouais, c'est le principe du coaching, c'est personnaliser une formation, pas généraliste, mais une formation qui s'adresse à tout le monde. Si tu as du mal à appliquer, qu'il y a certains concepts que tu as pas compris et puis ta formule formation plus coaching est pas délirant pour un freelance qui se lance. Oui, T'es boulanger, t'en as pour 30 000 à 40 000 € de matos. Non, mais voilà, je veux dire, t'es freelance, t'as une compétence, t'as pour 200 à 300 balles, tu peux te mettre sur Malte. Un peu oui, plus, tu te payes les logiciels, une formation. Voilà, à moins de 10 000 balles, t'as le package lancement de freelance, quoi. C'est pas oui. déconnant pour exercer un métier, quoi. Bah surtout, voilà. Après, le seul truc que je peux pas faire dans le cadre du coaching, c'est sûr que tu vois, t'as pas de compétences, c'est chaud. Donc il faut quand même avoir des compétences, savoir faire Oui, le travail. Parce que bon, c'est sûr que si le gars il exécute pas, il délivre pas, il a des mauvaises notes, ça va vite s'arrêter, hein. Tu vois, ouais, c'est mais le. on, Ouais. on parlait de Bill Kerr en off, typiquement, bon, tu as intervenu dans son podcast aussi. Oui, Tu sors de son accompagnement, tu sais faire de l'audit, tu sais faire du SEO. voilà, Bon, bah, ta version en plus, ça t'aide à être commercial. Et je veux dire, les deux, ça te met le pied à l'étrier pour commencer à avoir tes 3-4 clients par voilà, mois, prendre confiance en toi, exécuter tes premières prestats, avoir tes premiers tours, initier le bouche-oreille et ainsi de suite, tu vois. Alors c'est que ça. moi, en coaching, je suis beaucoup focus sur le phoning, l'identification de cibles, l'emailing, le networking et le réseautage. Oui. Et c'est plutôt ma méthode qui fonctionne aussi, tu vois. Mais c'est vrai que je pourrais ajouter une partie en disant, bah, c'est bien aussi de vous intéresser à Malte. Et toi, ça va peut-être me donner envie d'essayer d'appliquer ce que tu m'as dit et puis de faire mes muses avec le truc En fait, si pour tu voir, veux, quoi. le point, c'est que tu as raison, hein, c'est qu'il y a des gens qui vont être, il y a des gens qui sont plus introvertis, plus extravertis, il y a des gens qui vont plus être dans le push, d'autres dans le pull. Là, je parle d'un canal qui est plus pull, voilà, donc adapté à des gens qui sont un peu fans de l'inbound, etc. Mais ça remplace pas effectivement, voilà, d'autres canaux. Moi-même, je fais du push, hein, ça veut dire, voilà, j'ai Mmh. signé la semaine dernière un client dans un lieu physique, un rendez-vous, voilà, physique traditionnel, et je fais un peu de prospection. Mais voilà, en tant que freelance, de toute façon, on est un peu limité, on n'a pas des gros budgets. En tant que Google, on peut pas faire du Google Ads massif, on peut pas. Donc là, on a quand même quelque chose d'intéressant dans l'inbound. Et puis t'as un temps qui est limité quand même, hein, parce que si tu veux produire, alors moi maintenant je suis en format agence depuis quelques années, mais on a beaucoup été en mode petite agence 2 ou 3. Oui, Entre la prospection, l'exécution, la présentation, la recherche de clients, la facturation, la comptabilité, bah, ton temps de démarchage commercial il est quand même restreint. Si tu as un profil qui tourne en back-office pendant que tu es en train de faire ta facturation ou ta présentation d'audit, et que bah, à midi, tu te retrouves avec un message dans la boîte de réception Malte qui te dit recontacte-moi, bah en fait, c'est appréciable, tu vois. bah d'ailleurs, Elliot, ça c'est un point important, c'est que j'ai coaché pas mal de directeurs d'agence. Alors plutôt des directeurs d'agence genre studio, c'est-à-dire des gars qui étaient entre 1 et 5 personnes, on va dire, ou des Mhm. directeurs de collectif, parce que c'est un format qui fonctionne. J'ai moins des gars qui ont, je sais pas, moins des gars qui ont des centaines de salariés ou plusieurs dizaines en tout cas. Mais si tu es directeur d'une petite agence, ça a du sens hein, d'être sur Malte, parce que les clients, ils font la distinction, ils comprennent bien un studio, une petite agence, c'est finalement la même logique qu'un freelance. Où ça commence à C'est prendre d'autres d'autres dimensions, dimensions. voilà, c'est quand tu es une grosse agence, là c'est autre chose. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, j'en parlais en plus dans le format, ta grosse agence versus freelance, mais la petite agence est dans la catégorie freelance. C'est-à-dire que Complètement. si t'es entre 5 et 10, t'es très mal barré, à mon avis, pour la période économique actuellement. Si t'es moins de 5, faut raisonner agile comme un freelance. Voir, Oui, tu te vois comme un regroupement de freelance où tu as un patron, le gérant et un peu le l'égérie du truc et c'est lui qui va ramener le business par Malte et il fait exécuter en dessous, il travaille oui, avec ses équipes. Et après, si t'es plus de 10, là, t'as pas forcément de tête d'affiche parce que le patron, il se met un peu en retrait, le boss se met en retrait et c'est plutôt les équipes qui travaillent où là, t'as d'autres méthodologies commerciales. Mais oui. effectivement, je te rejoins, agence à moins de 5 égale freelance, même combat, quoi. À peu près, même Pareil, raison. ouais, exactement. Et ça, je l'ai vu plusieurs Ok. fois d'ailleurs. Et c'est très bien, parce que comme tu as dit, hein, c'est un modèle très agile, très résilient.
qui fonctionne bien. Ok, bah écoute, ça va faire 1 heure et demie qu'on est ensemble. On a fait le tour de pas mal de choses. S'il y a des points qu'on n'a pas abordés, on pourra y répondre ensemble dans les commentaires. Donc abonnez-vous, laissez le petit pouce en l'air, le commentaire, on y répond, il n'y a pas de souci. S'il y a un truc qui est pas clair, pareil. Je vais mettre en description de la vidéo les outils dont on a parlé là, Optimalt, ton profil LinkedIn, ton profil Malte pour qu'on puisse te retrouver puis aller générer un peu de trafic dessus, Oui, si possible. Peut-être qu'on se verra au SEO Summit les 5 et 6 décembre. Je sais pas avec si tu plaisir. seras en France à ce moment-là ou si Bon, tu passes peut-être. sur Paname. Avec plaisir. Pourquoi pas? Bah écoute, ça serait avec grand plaisir. Pareil, le site sort bientôt, donc si vous nous écoutez, que vous êtes encore là et que vous êtes en train de rédiger votre commentaire ou de liker la vidéo pendant que je prononce ces paroles, bah, on se retrouvera fin d'année à Paris. Le lieu sera bientôt communiqué. Vous aurez aussi le site web et toutes les infos. Donc voilà. Emmanuel, est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose qu'on n'a pas abordé, qu'on a oublié ou que tu trouvais important de mentionner? Non, non, je pense que voilà, c'est vrai en fait, voilà, je pense qu'aujourd'hui on va passer sur une phase où le freelancing va être de plus en plus puissant, de freelancing de 1 à 5, pour plein de raisons. Parce que on est rentré dans une phase d'incertitude, mais je suis confiant en réalité parce qu'on est en train de faire des modèles de plus en plus résilients, de plus en plus en même temps, voilà, qui sont solides. Et donc du coup, en réalité, oui, on a des positions à prendre en tant que freelance et le SEO n'est pas mort. Il y a encore beaucoup de choses à aller chercher là-dessus. Donc je reste confiant. Voilà. Après Malte, pour ceux qui veulent, oui, il y a des opportunités à les prendre, mais de manière générale, voilà, mon point, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans un univers de plus en plus autour du freelancing qui ont le vent en poupe pour plein de bonnes raisons, parce que les entreprises, voilà, font attention à leur coûts, ils veulent de la qualité, ils sont plus mûrs, ils vont pas passer chez n'importe quelle agence, n'importe comment. Donc c'est le moment, en tout cas, voilà, je pense qu'on va passer sur cette Et, phase-là. et puis, quitte à changer d'entreprise tous les ans ou tous les 2 ans, autant le faire en mode freelance et en avoir plusieurs sous le coude au même moment. Ou de toute façon, pour te focus, t'as deux méthodes, hein. Soit tu fais le même métier dans plein de boîtes, soit tu t'occupes que d'une seule boîte. Donc ça a aussi une valeur ajoutée, je veux dire, de focus SEO dans plein de boîtes était encore plus percutant et puissant quand tu bosses pour une entreprise. Donc une boîte qui n'aurait pas besoin d'un SEO in-house à plein temps, ça a complètement un sens d'avoir un peu un SEO in-house digitalisé ou délocalisé, je sais pas comment on peut dire, de son entreprise et amener l'expertise qu'il va trouver dans d'autres secteurs d'activité, quoi. Oui, exactement. C'est qu'aujourd'hui, les gens veulent, voilà, ils vont pas prendre un SEO plein temps ou un salarié SEO. Par contre, un SEO part-time, externalisé, freelance, Ouais, c'est ça. ça convient très bien. Merci en tout cas, Elliot. Ok. Ben, je t'en prie, merci Emmanuel, c'était le mot de la fin. À bientôt tout le monde. On vous embête pas plus. N'hésitez pas à partager le podcast si vous a plu et puis vous connaissez les trucs, commentaires, like, partage. Enco, merci Emmanuel, à très vite et ciao, à la prochaine. À bientôt.